19. Diffusé sur et LCN de TV, du Journal de Montréal et Cube Radio. Ont été invités ce soir les chefs des 4 formations politiques qui ont fait élire un candidat au Québec en 2015 sous leur bannière. Alors, au cours des 2 prochaines heures, ils auront l'occasion de débattre ensemble pour la première fois des enjeux de la présente campagne électorale. Je vous les présente. M. Yves-François Blanchet du Bloc québécois, bonsoir. Bien le bonsoir. M. Andrew Scheer du Parti conservateur du Canada, bonsoir. Bonsoir. M. Justin Trudeau du Parti libéral du Canada, bonsoir. Bonsoir. Et M. Jack Metzing du Nouveau Parti démocratique, bonsoir. Bonsoir. Les discussions vont se faire sur 3 thèmes, l'immigration et les politiques sociales, l'économie et l'environnement, la gouvernance et le Québec dans le Canada. Notre formule permet d'abord un face-à-face, la suite, un débat à 4. Messieurs, les électeurs vous ont beaucoup entendu au cours des dernières semaines. Certains n'ont toujours pas fait leur choix. Ils s'attendent de vous ce soir à des réponses claires à leurs préoccupations. Ils souhaitent un débat civilisé. On évite la cacophonie, bien sûr. Messieurs, bon face-à-face. Nous commençons avec le premier thème, l'immigration et les politiques sociales d'abord. J'y vais d'abord avec M. Blanchet et M. Scheer pour ce premier face-à-face. Il y a 30 ans, la Cour suprême a décriminalisé l'avortement au Canada. Mais à Ottawa, il y a encore des députés qui veulent en limiter l'accès. M. Blanchet, au Bloc québécois, vos candidats doivent-ils obligatoirement être pro-choix comme ceux de Justin Trudeau ou laissez-vous la liberté de conscience comme Andrew Scheer? Je pense, d'abord, je me permets de saluer les Québécois et les Québécoises, et en particulier ceux de la circonscription de Belleuil-Chambly. Et je vous remercie de m'accueillir sur cette tribune exceptionnelle. Bonsoir, messieurs. Je pense qu'il y a des valeurs aussi fondamentales, mais aussi ancrées dans la mentalité du Québec, que le droit pour les femmes à disposer de leur propre corps ne peut pas, chez nous, être quelque chose de discutable ou de négociable. Je peux dire que pour ma propre formation politique, un député qui souhaiterait déposer un projet de loi pour limiter le droit des femmes à disposer de leur propre corps serait exclu du caucus immédiatement. Il n'y aura aucun compromis sur cet enjeu. Monsieur Scheer, depuis 15 ans aux communes, vous avez soutenu tous les projets de loi qui limitaient l'avortement. On veut connaître votre opinion personnelle. Croyez-vous que les femmes doivent être libres de leur choix? Alors, comme j'ai dit, la position sur cet enjeu n'a pas changé pour le Parti conservateur. Comme chef du parti, est contre les mesures de réouvrir ce débat. Ça, c'est l'engagement. Rien n'a changé sur l'accès sur l'ancien gouvernement conservateur. Rien n'a changé pendant ce gouvernement et rien ne va changer sous un gouvernement conservateur au futur. Vous êtes en face-à-face, tous les deux. Bien, j'aimerais souligner le fait que les gens doivent bien savoir et bien comprendre pour qui ils votent. Par exemple, dans mon cas, il n'y a pas d'ambiguïté sur ma position en matière du droit pour les femmes à disposer de leur propre corps. Il n'y a pas d'ambiguïté quant à le parfait droit et la parfaite liberté pour les conjoints de même sexe de convoler en juste noces. Il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à mon attachement à la valeur progressiste québécoise de laïcité. Et je m'étonne, ou les Québécois décideront, ça leur appartient, qu'on puisse dire, moi, je suis contre ceci ou pour ceci, mais j'accepterai que ce soit complètement le contraire. Et n'est-il pas préférable pour les gens d'élire des députés qui partagent vraiment et fondamentalement leurs valeurs? Mais c'est simple. C'est normal d'avoir des différentes perspectives sur les enjeux sociaux. Il y a beaucoup de différentes perspectives dans la population canadienne. La chose qui est importante est que j'ai fait un engagement clair et les Québécois et Québécoises peuvent avoir confiance que sous un gouvernement conservateur que je mène, cet débat ne va être pas réouvrir. Ça, c'est la même politique de notre parti pendant les derniers gouvernements conservateurs. Ça va être la même chose. Rien ne va changer sur l'accès. Si le Bloc québécois dépose de nouveau une motion qui insiste sur le droit pour les femmes à disposer de leur propre corps, comme Monique Posé l'a fait pour nous,
Est-ce qu'une prochaine députation conservatrice va de nouveau huer les députés du Bloc québécois et refuser la motion? Comme j'ai dit, sous un gouvernement conservateur, quand je suis premier ministre, je vais voter contre n'importe quelle motion qui va réouvrir ce débat. Pour notre parti, c'est essentiel de concentrer sur les choses qui touchent la vie des Canadiens, de rendre la vie plus abordable. On ne va pas réouvrir ce débat. C'était un engagement clair. La seule personne qui essaie de réouvrir ce débat, c'est les libéraux. C'est les libéraux qui veulent importer les divisions des autres pays. J'étais toujours clair, comme un gouvernement, nous n'allons pas réouvrir ce débat et comme chef de cette partie, je vais voter contre n'importe quelle mesure qui essaie de réouvrir ce débat. N'y aurait-il pas eu davantage d'unité si vous aviez accepté cette motion-là? Le débat se serait éteint automatiquement. Je ne veux pas parler à la place de M. Trudeau, mais est-ce que le débat ne se serait pas éteint automatiquement si les conservateurs avaient dit, en effet, les femmes ont le droit de disposer de leur propre corps? Parce que les Québécois vont vous demander, dans la rue, dans la campagne, M. Scheer, quelle est votre position à vous, vous, personnellement, dans votre cœur et dans votre âme? Est-ce que vous êtes pour ou contre le droit à l'avortement? Mais il y a beaucoup de Québécois et Québécoises, il y a beaucoup de Canadiens avec des différentes perspectives sur cette question. C'est normal d'avoir, dans une population de 33 millions de personnes, des différentes perspectives. La chose qui est importante est que les Québécois et Québécoises peuvent avoir confiance que sous un gouvernement conservateur, on ne va pas réouvrir ce débat et l'accès ne va pas changer au futur comme il n'a pas changé en passé. Est-ce qu'ils peuvent se reconnaître dans un potentiel gouvernement conservateur pour qui le débat sur l'avortement est quelque chose à cacher? Non, c'est le peur que vous essayez de créer dans la population. C'était toujours la position de notre parti, que le chef de notre parti va voter contre les mesures de réouvrir ce débat. Ça complète ce premier face-à-face. Je sais, M. Trudeau, vous avez été interpellé sur la question. On va y revenir dans le débat 4. Mais pour l'instant, avec M. Singh, je vous demande, la Cour supérieure a tranché. Les personnes dont la mort n'est pas raisonnablement prévisible peuvent quand même bénéficier de l'aide médicale à mourir. Hier, le Collège des médecins et 4 autres ordres professionnels vous ont demandé à vous et à tous les chefs de ne pas en appeler de ce jugement et de modifier la loi pour que les personnes dont la mort n'est pas imminente aient le droit de mourir dans la dignité. Qu'allez-vous faire? On a pris une décision très importante il y a plusieurs années pour permettre l'aide médicale à mourir. Et quand on prend des réflexions là-dessus, il faut toujours équilibrer des principes fondamentaux, c'est-à-dire est-ce qu'on est en train de protéger les plus vulnérables? Est-ce qu'on est en train de respecter la liberté de choix et les droits de chacun et chacune? Et cet équilibre-là, c'est sûr que ça pourrait évoluer. Et on le savait d'ailleurs quand on a mis de l'avant le projet de loi, la loi dans notre première année, que ça allait évoluer avec les cours, avec l'expérience. Et on est tout à fait ouvert à ce que ça évolue et on va accepter que ça va continuer d'évoluer. Monsieur Singh. Donc, dans mon avis, les critères à ce moment sont trop limités. Et je pense que le droit de mourir dans la dignité, c'est un droit essentiel. Donc, avec un gouvernement néo-démocrate, on va ouvrir les critères parce que maintenant, ils sont trop limités. C'est une décision difficile, mais c'est une décision qu'on doit respecter. Et ce que je propose, il faut à ce moment ouvrir les critères. Je comprends tout à fait. Et c'est un enjeu sur lequel tout gouvernement doit faire vraiment attention parce que c'est tellement délicat et c'est tellement personnel, c'est tellement difficile pour tellement de familles et d'individus de prendre ce choix qu'on se doit, en tant que gouvernement, de trouver le juste équilibre. Et on reconnaît que la société est en train d'évoluer. Les premiers choix qu'on a faits, ça a été, oui, de le resserrer un petit peu plus pour s'assurer qu'on protégeait les plus vulnérables, mais au fur et à mesure que la société évolue, on peut voir qu'il va avoir des capacités d'ouvrir et de comprendre qu'on peut quand même protéger les gens tout en défendant leurs droits. Mais M. Trudeau, à ce moment, avec la décision de la Cour de justice ici au Québec, je pense que c'est le temps de dire qu'il faut avoir ce droit dans une manière forte. Et ça veut dire que si quelqu'un fait ce choix difficile, il doit avoir le droit d'avoir de mourir dans la dignité. Ça veut dire, est-ce que vous êtes prêt de prendre un engagement de maintenant, de enlever les restrictions qui existent maintenant? On ne va pas enlever toutes les restrictions, non. On va comprendre qu'il y a des étapes toujours à franchir de façon raisonnable et respectueuse des préoccupations des gens et des libertés des gens. Oui, on va faire plus d'étapes pour permettre
plus d'accès, mais on va toujours faire attention de protéger nos plus vulnérables. C'est ce à quoi les gens s'attendent et c'est ce qu'on va toujours faire pour mettre ces libertés de choix et la protection des plus vulnérables en équilibre. Donc, je suis prêt maintenant de prendre un engagement. Après la décision de Cour de justice ici au Québec, il est temps de faire quelque chose de différent. Est-ce que vous êtes prêt de maintenant de prendre une décision différente pour s'assurer que les gens ont le droit de mourir dans la dignité? On s'assure que, oui, les gens puissent avoir le choix de mourir dans la dignité et on va regarder attentivement la décision de la Cour et on va prendre des étapes, oui, pour changer, modifier la loi parce qu'on comprend que la société évolue. Mais cet équilibre essentiel entre les droits et la protection des plus vulnérables doit toujours rester pour l'État dans une situation qui est tellement personnelle, tellement difficile pour des familles à travers le pays. Quel engagement vous prenez, vous, M. Singh, à cet égard? Donc, ce que je prends dès maintenant, c'est un engagement de dire oui aux gens qui veulent faire cette décision difficile. Je pense que c'est une décision difficile, mais c'est une question de la dignité. Donc, je suis pour le droit de mourir dans la dignité. Et après la décision de la Cour de justice au Québec, c'est clair que les critères sont trop limités et je veux changer ça. Voilà que ça complète cette deuxième partie du face-à-face. On y va maintenant pour le débat à quatre. Et je pense que, M. Trudeau, vous avez d'abord été interpellé. Vous voulez revenir sur l'avortement. Monsieur Scheer, je comprends tout à fait que vous dites que vous allez respecter la loi qui est en place. Mais la réalité, c'est que des gouvernements et des premiers ministres sont élus pour défendre la loi et pour, des fois, changer la loi. Alors, et c'est important pour les gens de savoir, personnellement, toi, Andrew Scheer, est-ce que vous croyez qu'une femme devrait avoir le choix? Alors, vous le savez très bien que quand j'étais toujours ouvert avec ma position, la chose qui est essentielle... Non, vous n'avez pas été ouvert. Non, est-ce que personnellement... Personnellement, je vais assurer qu'un gouvernement conservateur ne va pas réouvrir ce débat. On laisse la politique de côté. C'est seulement vos députés d'essayer de réouvrir ce débat. C'est clair. Est-ce que vous croyez, en tant que chef, en tant que leader, en tant que père, en tant que mari, que les femmes ont le droit de choisir, M. Scheer? Je crois que les Canadiens et Canadiennes savent qu'un gouvernement conservateur ne va pas réouvrir ce débat. C'est la même chose pendant l'ancien gouvernement conservateur. Peut-être que je peux montrer comment le faire. Moi, je suis pour le droit d'avortement. Je suis pour le mariage même sexe. Je suis pour le droit de mourir dans la dignité. Est-ce que vous êtes prêt de dire ça aujourd'hui? Vous avez mentionné le droit de mourir en dignité. Nous avons parlé de la décision d'une juge ici au Québec. Je crois que c'est essentiel que le gouvernement, le Parlement maintenant, réagisse à cette décision. Il y a un équilibre entre la protection pour les gens vulnérables et aussi de respecter les décisions de cour. Et ça, c'est mon engagement. Qu'est-ce que vous pensez? Mon engagement. Je respecte les décisions de cour. Moi-même, personnellement, je respecte les décisions des cours. C'est pas acceptable d'avoir un homme qui parle sur les droits des femmes. Il est clair que les droits des femmes, c'est pas acceptable d'avoir une négociation avec les droits des femmes. C'est les droits des femmes de décider. C'est toujours la même chose. Rien n'a changé pendant l'ancien gouvernement conservateur. Rien n'a changé pendant le gouvernement actuel. On a des questions. On laisse la parole à M. Blanchet. Excusez-moi, messieurs. Je veux revenir sur l'aide médicale à mourir parce que je comprends assez bien comment M. Singh voterait. Je ne comprends pas très bien comment M. Scheer et Trudeau voteraient. Moi, je vais essayer de donner de la clarté. Il y a 2 citoyens du Québec qui sont allés en cour et la juge a été très claire. Elle a même, à la limite, son jugement en était un de compassion. Elle invitait expressément les gouvernements à retourner faire leur devoir sur cet enjeu-là. S'il vous plaît, respectez leur choix, vos qu'à Ottawa. Et elle dit aussi, je vous donne 6 mois pour revoir la loi. Qui ici va voter dans le sens de nous n'irons pas en appel de cette décision et nous allons, à l'intérieur de 6 mois, avoir revisé la loi pour donner davantage d'ouverture telle que la juge l'a expressément demandé. Je peux le dire clairement que je suis pour cette décision. Je Monsieur pense Trudeau, qu'il faut le faire. Oui. Nous allons réviser la loi en dans de 6 mois. Nous n'allons pas aller en appel, le Parti libéral du Canada. Je crois que c'est mieux d'avoir une décision finale pour donner au Parlement le cadre dedans le Parlement pour légiférer. Qu'est-ce qu'une décision finale? Alors, appeler cette décision au Cour suprême pour donc, vous allez en appel. Pour écrire, pour donner aux parlementaires le cadre dedans, on peut légiférer.
Monsieur Bruno, on est en train de voir aligné sur les valeurs des Québécois. Et on a un quatrième, un parti conservateur qui n'est pas aligné, ni avec le droit des femmes, ni avec le droit de l'aide médicale à mourir, ni avec les droits des communautés LGBT. Excusez-moi. C'est ce qu'on entend. Les Québécois et Québécoises. La réponse, tu te caches de chaque réponse, Les Québécois et monsieur Scheer. Québécoises Tu te caches de veulent chaque les protections réponse. pour les gens vulnérables. Ils veulent assurer... Vous êtes en train de faire. Mais vous cachez vos convictions et vos valeurs profondes, M. Scheer. Je suis toujours ouvert avec mes positions personnelles. La chose qui est importante, vous ne pouvez pas répondre à votre conviction personnelle, M. Scheer. Comme chef du Parti Répondez, conservateur, votre j'ai une conviction obligation, personnelle. j'ai une Est-ce qu'une femme a responsabilité le droit de pour choisir? assurer que cette débat Oui n'était pas ou non? ouvrir. Est-ce qu'une femme a le droit de choisir? Oui ou non? De chef du Alors, je Parti pense que vos deux positions sont voit quand même connues. On les a clairement entendues aussi. On doit déjà passer, ça complète... Monsieur Blanchet et Monsieur Trudeau. Monsieur Blanchet, sur vos affiches électorales, on peut lire « La laïcité, c'est nous ». Mais en 2012, quand vous étiez ministre avec Pauline Marois, vous avez appuyé la Charte des valeurs qui allait plus loin. Croyez-vous que la loi 21 de François Legault met fin au débat sur la laïcité? Je souhaiterais que la loi 21 du gouvernement de M. Legault, adoptée par l'Assemblée nationale avec un puissant consensus, mette fin à ce débat. Parce que cette loi porte ce qui est une valeur très progressiste, héritée de la Révolution tranquille au Québec. La séparation entre la religion et l'État est un héritage de la Révolution tranquille. Alors, je souhaiterais que ce soit la fin de cette discussion et je m'inquiète sérieusement de, je ne veux pas dire double langage, je ne veux pas agresser personne, mais de l'incertitude par rapport au comportement futur. M. Singh, avant-hier, disait qu'il était « great », ce sont ses mots, c'est super, le fait que a dit qu'il était unanimement contre la loi 21. Donc, qu'est-ce qui se passera si jamais il est au gouvernement? Et dans le cas des autres, j'aimerais savoir de M. Scheer. Je pense que vous lancez le débat 4 immédiatement, mais là, j'aimerais avoir votre échange avec M. Trudeau. Oui, je comprends votre position. M. Trudeau, d'abord. Moi, ma position, ça a toujours été nous allons défendre les droits des minorités. Vous avez ajouté pour l'instant que la loi 21, vous n'alliez pas y toucher. Si vous êtes réélu, dites-nous ce que vous allez faire. Maintenant, des Québécois sont allés en cours pour défendre leurs droits contre une loi qu'ils trouvent injuste. Moi, ma perspective personnelle, c'est qu'une société libre ne devrait pas légitimiser la discrimination, mais je respecte que c'est une conversation pour l'instant qui se passe au Québec. Mais je ne vais pas fermer la porte comme gouvernement fédéral à défendre les droits de personnes, que ce soit les droits des communautés LGBT, que ce soit les droits des femmes, que ce soit les droits des minorités. Je pense que c'est important pour un gouvernement d'être là pour défendre, par exemple, les droits des francophones hors Québec. Je défendrai toujours les droits. Moi, j'accepte sans réserve qu'un citoyen recourt aux tribunaux pour faire trancher un litige dans lequel il se sent lésé. Ça me va parfaitement bien. J'ai un problème énorme avec la possibilité que l'argent des mêmes Québécois et Québécoises qui ont élu les gens à l'Assemblée nationale, qui ont voté une loi à l'Assemblée nationale, paient des taxes et des impôts à Ottawa qui vont servir dès du 21 octobre à soutenir des groupes qui, eux, vont encourager et financer des poursuites contre une loi. Moi, mes taxes et mes impôts qui servent contre moi après que le gouvernement du Québec ait adopté une loi, ça me dérange. Et vous avez un député, M. Miller, si je ne m'abuse, qui a été très clair. Il nous a pratiquement décrit la feuille de route du futur hypothétique gouvernement libéral pour lutter contre la loi 21 sur la laïcité au Québec. Monsieur Trudeau. On reconnaît qu'un gouvernement fédéral se doit de défendre les droits et se doit de permettre à des citoyens qui contestent des lois injustes d'avoir accès à de l'aide judiciaire. Les décisions par rapport à sont faites de façon indépendante, mais je suis toujours là pour défendre et les droits des minorités et aussi la laïcité de l'État. C'est important d'avoir un État laïque. Mon père a lutté pour ça dans la Révolution tranquille. Moi, la grande menace qu'on voit à la laïcité de l'État, c'est justement des groupes d'extrême droite qui poussent un agenda anti-femmes, anti-avortement. Ça commence à rentrer parce que, malheureusement, on les voit parmi les candidats de M. Scheer. 70% des Québécois qui appuient cette loi ont une quelconque sympathie pour les groupes d'extrême droite. Et si vous considérez, j'imagine que c'est le cas, que le Québec constitue une nation, est-ce que la nation québécoise n'a pas le droit d'exprimer ses propres valeurs dans son propre Parlement
sans voir ses propres impôts lutter les uns contre les autres? Est-ce que ce n'est pas un épouvantable gaspillage qui est un manque de respect pour l'Assemblée nationale du Québec? Est-ce que vous êtes en train de dire que les gens ne devraient pas avoir l'accès à l'aide judiciaire, M. Je pense que les gens pourraient avoir accès à l'aide judiciaire, mais ils ne devraient pas l'avoir pour qu'un Parlement aille contre un autre Parlement qu'ils ont élu il y a moins d'1 an, quand même. C'est quand même assez nouveau. On peut sentir qu'il y a une bonne légitimité à ça. Et j'aimerais quand même avoir une réponse. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que vous êtes profondément convaincu que 70 des Québécois qui soutiennent la loi québécoise sur la laïcité, incluant tous les gens qui militent au sein du mouvement souverainiste, ne sont pas des gens d'extrême droite, ne sont pas des racistes et ne sont pas des xénophobes? Pas du tout, pas du tout à ce niveau-là. Je reconnais que des gens voient la laïcité comme une protection, mais je trouve qu'une société libre qui permet une discrimination contre quelqu'un à cause de sa religion, il y a quand même des questions qui peuvent se poser. Et sont en train d'être posées par des Québécois qui questionnent ce projet de loi, cette loi, à la Cour. Et nous... je ne vais pas fermer la porte à ce qu'un gouvernement fédéral, un jour, doive défendre les droits des Canadiens, parce que, pour moi, la défense des droits, que ce soit les femmes, que ce soit les francophones hors Québec, un gouvernement fédéral a un rôle à jouer. Alors, tous les deux, vous aurez l'occasion de revenir au débat à 4 là-dessus aussi, parce que vous avez interpellé les autres formations politiques. Je vais maintenant avec M. Scheer et M. Singh. M. Singh, vous le dites clairement, vous êtes contre la loi sur la laïcité parce qu'elle est discriminatoire. Je reprends vos mots. Vous n'avez pas l'intention... Encore hier, vous vous êtes réjoui que des villes s'y opposent. Faites-vous passer vos ambitions politiques au Québec avant vos principes? Ce que je dis clairement, que c'est une loi qui discrimine. Et oui, je suis quelqu'un qui oppose, je m'oppose les lois qui discriminent. Je suis pour les lois qui rassemblent les gens. Il faut toujours rassembler les gens. Et je sais que M. Blanchet veut tomber dans le passé avec les chicanes, mais moi, je vais mettre mes efforts où on sait que les gens au Québec ont une sensibilité pour la laïcité. Oui, je comprends cette réalité. C'est une réalité, c'est une histoire tellement forte et je suis pour la laïcité, la séparation entre l'Église et l'État. Ça veut dire que je suis pour l'avortement, pour le mariage même sexe, je suis pour le droit de mourir dans la dignité et je vais défendre ces droits avec toute ma force. M. Scheer, maintenant, comme M. Singh, vous n'intervenez pas dans la loi 21, avez-vous dit, mais tous les deux, vous vous opposez quand même au test des valeurs de François Legault pour les futurs immigrants. Où est la logique? Mais la proposition de M. Legault, c'est d'avoir une évaluation des connaissances. Et c'est dans le même principe qui existe aujourd'hui avec la citoyenneté canadienne. Alors, quand on parle, et M. Singh a dit avec bon sens que pour la nation de Québec, une île francophone dans un continent anglophone, c'est normal pour le gouvernement des façons pour protéger la culture, l'histoire du Québec. Alors, une évaluation des connaissances pour assurer que les gens qui viennent au Québec savent l'histoire, savent leur culture, c'est normal et c'est dans le même esprit une régie actuelle pour le fédéral aussi. Pour moi, ce que je dis... la question, c'est vraiment une question d'intégration. Et la question d'intégration, ça tombe dans une question de la langue française. Et je peux dire personnellement que quand j'étais jeune, j'ai tombé en amour avec la langue française. J'ai écouté des cassettes de rock voisine de Patrick Pouel, un garçon des parents immigrants dans une ville anglophone. Et c'est pour moi, ça a donné une grande richesse dans ma vie. Donc, où je veux mettre mes efforts, c'est de mieux financer la francisation, mieux financer les cours de français. Si on veut promouvoir la langue française, défendre la culture et l'identité québécoise, il faut donner plus de ressources pour défendre l'identité québécoise. Et moi-même, j'ai appris le français pendant mes années à l'école. Le français, c'est pas ma première langue. J'ai grandi à Ottawa et grâce à des programmes pour l'immersion en français, grâce à des programmes pour enseigner le français hors de Québec, j'ai appris mon français. Alors, je peux parler la langue de la Molière avec un accent d'Ottawa. Mais je suis très fier, mais je toujours fait les grands efforts. Et le mot-clé, c'est l'intégration.
c'est le rôle du gouvernement fédéral de travailler avec le gouvernement provincial, d'assurer qu'il y a des programmes pour promouvoir l'intégration, pour assurer que les gens qui viennent ici comprennent la raison pour laquelle le Canada est le sorte de pays que les gens veulent arriver. Il y a beaucoup des raisons pour lesquelles les gens veulent arriver ici au Canada. C'est nos libertés, notre système de démocratie, notre croissance économique. Alors, c'est bien important que les deux gouvernements travaillent ensemble pour promouvoir l'intégration. Tous les deux, vous parlez d'intégration, mais est-ce que vous contesteriez devant les tribunaux la loi, justement, pour empêcher les tests de valeur? Moi, j'ai dit que je vais mettre mes efforts pour mieux financer la francisation. Je pense que ça, c'est la meilleure façon de promouvoir la langue Molière, la langue française. En fait, si on veut garder la langue française au Canada et en particulier au Québec, l'important, c'est de mieux financer les cours de français, de mieux intégrer les nouveaux arrivants. Aussi, les nouveaux arrivants, ils veulent aussi s'intégrer, mais c'est une question d'accès aux cours de français. La vérificatrice générale du Québec a dit la même chose. L'intégration, c'était difficile pour les nouveaux arrivants à cause des manques de ressources pour les cours de français. Monsieur Scheer. On ne va pas intervenir dans le cas. Le Parti conservateur va toujours appuyer les libertés, les droits individuels. Et ça, ce n'est pas une projet de loi qu'on va imposer au niveau fédéral, mais on ne va pas intervenir. Maintenant, c'est devant les cours au Québec et les cours vont se trancher. On va ouvrir la discussion à 4 et je pense, M. Blanchet, que vous voulez parler. Puis je vais vous laisser un peu de temps là-dessus parce qu'on a quelque chose également sur les demandeurs d'asile. Allez-y d'abord. J'essaie de faire ça rapidement. D'abord, le Québec n'est pas un territoire francophone en Amérique. Le Québec est un territoire national. Moi, j'ai appris le français au Québec parce que j'ai eu le bonheur d'y faire ma vie. On est un territoire national. Autre chose, lorsque le Québec, par la voix du Bloc, exprime ses valeurs, on a parlé tout à l'heure du cas de l'avortement où on a été hué par les députés conservateurs. On a voulu que le français soit un critère pour la résidence permanente au Québec. On s'est fait traiter de raciste par les députés libéraux. On a voulu que le Québec ne soit pas assujetti à la loi canadienne sur le multiculturalisme. On s'est fait traiter de raciste par les libéraux. Et lorsqu'on parle de laïcité, j'entends on va tolérer. On va endurer la laïcité des Québécois, alors que nous, on veut la promouvoir et la mettre en valeur. Ce qu'on entend de M. Blanchette, c'est toujours un rappel de vouloir créer de la division entre Québec et le reste du Canada, souligner les différences, sortir des chicanes entre moi et François Legault, par exemple. Or, on travaille très bien ensemble, moi et le gouvernement du Québec. D'ailleurs, les gens ne s'attendent pas à ce que Ottawa et Québec s'entendent tout le temps, mais ils veulent travailler ensemble. On va le faire. Mais M. Blanchette, son plan, c'est de faire la souveraineté. Et lui, ça lui va très bien d'avoir des chicanes entre Ottawa et Québec pour pouvoir avancer sa formation politique. Et la réalité, c'est que des chicanes comme ça, les gens veulent plus revenir en arrière. C'est exactement ce que M. Blanchet, honnêtement, c'est exactement ce que vous faites. Vous essayez toujours de créer des chicanes, avec aussi le débat des niqabs. Vous avez aussi essayé de créer des chicanes. En fait, c'est dégueulasse, ce truc d'essayer toujours de créer des chicanes. La division ne fonctionne pas. On a eu des milliers de jeunes dans les rues. On a eu des milliers de jeunes dans les rues. Ils ont dit qu'ils ont demandé d'action contre la crise climatique. Et pour faire ça, pour faire face à la crise climatique, il faut travailler ensemble. On ne peut pas le faire seul. On ne peut pas s'isoler comme vous voulez le faire. C'est pas acceptable de faire ça. Je veux surtout répondre. D'abord, l'usage du mot dégueulasse est un peu incertain, mais c'est pas grave. Ensuite de ça, j'ai reçu du premier ministre Legault une lettre qui nous demandait de porter un certain nombre de choses. Vous avez reçu quelque chose de similaire. En immigration, en laïcité, déclaration d'impôt unique, l'application de la loi 101 aux entreprises ou aux institutions fédérales, en environnement, en santé. Vous avez rejeté la totalité des demandes du gouvernement du Québec et vous nous dites sur ce plateau que vous entendez merveilleusement bien. Et j'ai un truc pour qu'il n'y ait pas de division. Je vous fais une suggestion à tout le monde. Vous ne voulez pas de division? Respectez les juridictions de l'Assemblée nationale du Québec. Il n'y aura pas de division. Je dois entendre M. Scheer parce qu'on a une autre question. Malgré toutes vos bonnes intentions, vous ne pourrez jamais rien faire pour le Québec. Et comme a dit le père du Bloc, Lucien Bouchard, la présence du Bloc à Ottawa, ça dilue le pouvoir politique au Québec au sein de la Fédération. Avec moi, les Québécois seront
à la table des décisions. Vous parlez beaucoup des enjeux pour les Québécois. C'est seulement nous qui va instaurer ce rapport d'impôt unique. C'est nous qui reconnaître la nation québécoise. C'est nous qui va mettre fin au déversement. Bon, ben voilà, je pense que tout le monde a pu donner sa position. Je vous ai entendu, on a entendu tout le monde, à la maison également. Mais je veux absolument parler, parce que depuis 2 ans, plus de 40 000 demandeurs d'asile sont passés par le chemin Roxham. Ça indispose non seulement plusieurs Québécois, mais on doit dire également des immigrants qui doivent entrer au Canada de façon régulière. Comment allez-vous régler le problème? M. Trudeau, d'abord. D'abord, il n'y a pas de passe-droit. Chaque personne qui arrive au Canada, que ce soit par Roxham Road, que ce soit par l'aéroport, que ce soit par train, vont passer à travers notre système d'immigration, notre système de vérification de sécurité et les processus et les étapes. On a encore un système qui s'applique dans son intégrité pour tout le monde. Monsieur Scheer. Mais il y a un mensonge là, parce que quand quelqu'un arrive à un aéroport ou à une entrée officielle, il y a une régie qui reconnaît le fait que si vous arrivez au Canada d'un pays sécuritaire, vous devez mettre votre application dans ce pays. Et les gens qui arrivent de Roxham Road, évitez la file d'attente pour tous les gens qui veulent arriver ici par le processus normal. Le problème, c'est en fait, avec la situation aux États-Unis, on a un gouvernement qui fait peur aux gens, qui essaie de fuir la persécution, qui essaie de fuir des conditions horribles. Donc, avec l'entente pays tiers sûr, c'est le cas que les gens doivent passer la frontière irrégulièrement. Donc, ce qu'on propose, on propose de suspendre l'entente pied sûr. Avec si on le suspend, ça peut donner la façon de réagir dans une manière qui est plus juste et ça va enlever le poids sur les épaules des Québécois et Québécoises. Et maintenant, c'est difficile à cause de cette entente. Pour les postes frontières officiels, comme M. Scheer essaye de faire peur aux gens. On a un système qui fonctionne, qui traite tout le monde et tout le monde passe à travers. M. Blanchet. On a un système qui fait que les gens sont avantagés si, dans leur malheur personnel, ils passent par un chemin qui n'est pas un poste frontalier, alors que l'entente entre tiers pays sûrs vous autorise en toute légitimité à suspendre l'application de l'entente pour un nombre indéterminé de périodes de 3 mois qui permettrait aux gens, même qui obligerait les gens à passer par le canal officiel pour les recevoir dignement. Quand on veut entrer au pays, on rentre par la grande porte, pas par la fenêtre. On le fait correctement, on augmente les ressources et on les reçoit en toute décence. On a entendu tout le monde. C'est vrai. Merci. On a entendu toutes vos positions. Maintenant, on y va face à face avec M. Scheer et M. Trudeau. L'an dernier, le Canada est devenu le 2e pays au monde à légaliser le cannabis après l'Uruguay. Chez les 10-24 ans, cette drogue est responsable, selon une étude canadienne, de 26 cas d'hospitalisation chaque jour au pays. M. Scheer, les familles ont-elles raison de s'inquiéter à la veille de la légalisation du cannabis comestible? Oui, alors M. Trudeau a passé ce projet de loi avec beaucoup de vitesse. Il a ignoré les inquiétudes des premiers ministres des provinces, des experts de la santé, des familles. Les 2 raisons pour lesquelles il a justifié de la légalisation du cannabis, c'est de sortir de les mains des criminels et de réduire la consommation pour les jeunes. Et ces 2 choses-là, elles continuent d'exister. Alors, la justification ne matche pas avec les résultats. Et notre approche va être d'investir dans la recherche pour assurer que les experts médicaux savent les conséquences de consommer le cannabis. Est-ce que vous allez renverser la légalisation alors? Est-ce que vous allez retourner l'argent dans le poche du crime organisé? Mais les crimes organisés toujours sont impliqués dans le trafic de cannabis. Le crime organisé j'ai été clair faisait 6 milliards de dollars par année sur le marché noir du cannabis. On comprend qu'en légalisant, il y a un processus où il y a 0 marché légal. On commence à développer un marché légal. On a vu au Colorado et ailleurs que le crime organisé se fait remplacer et les jeunes trouvent ça plus difficile d'acheter de la marijuana. J'aurais aimé entendre M. Scheer sur votre question. Allez-vous revenir sur la loi sur le cannabis? Alors, non, nous avons voté contre ce projet de loi, mais nous réalisons que c'est une nouvelle époque maintenant au Canada. Il y a beaucoup des changements qui a été affectés dans notre pays. Alors, on va assurer que les forces policières aient les ressources
qu'ils ont besoin pour assurer que les automobilistes ne consomment pas le cannabis et conduisent, quelque chose que M. Trudeau n'a pas fait. C'est quelque chose absolument Non, qu'on mais a il y fait. a On a aucune- investi il y a aucune énormément épreuve. dans les corps policiers, Non, mais le dans la fonctionne- technologie pour pouvoir empêcher l'ivresse et la toxicomanie au volant. Les chefs de on est police en train de ont tout continuer dit. d'investir. Il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune façon d'assurer que les automobilistes ne consomment pas. Au contraire, les tests ne M. fonctionnent Scheer, pas. il y a des tests, des nouvelles technologies qui fonctionnent très bien. Et oui, c'est un nouveau système, mais c'est plus difficile maintenant pour nos jeunes d'acheter du cannabis et le crime organisé fait moins d'argent. C'est des victoires et ça va continuer. Je relance, M. Trudeau. Un comité parlementaire composé majoritairement de libéraux a proposé cet été de décriminaliser la possession simple de toutes les drogues. Avec la crise des opioïdes au pays, qui fait plus de 4000 morts par année, est-ce une bonne idée? Pas tout de suite. On a fait des mesures basées sur la science pour assurer des services et des endroits de consommation sécuritaires. On a permis à nos médecins de prescrire plus d'alternatives. On est en train d'avancer avec la science, mais malheureusement, le Parti conservateur refuse d'accepter les sites de consommation, refuse d'accepter la réduction du mal qu'on est en train de faire parce qu'ils sont encore pognés avec des valeurs qui ne s'alignent pas avec le progressisme des Québécois et des Canadiens. Vous êtes en face-à-face avec M. Scheer. Alors, pas tout de suite. Alors, ça, c'est votre agenda secret, de légaliser ou décriminaliser les drogues dures. Non, notre agenda, c'est de suivre les données vous avez et les dit pas scientifiques. tout de suite. Alors, c'est clairement, Pas- il y a non, un pas jour que maintenant. vous Pas êtes à maintenant. décriminaliser les drogues dures. Le problème avec votre approche, Encore il y a une fois, on voit la aucune politique de peur que rétablissement. vous sortez, M. C'est pas Scheer. c'est Vous vos paroles. refusez, C'est vous vos paroles. refusez la science Vous- qui dit qu'on peut sauver des vous vies ignorez- en créant vous- des Non, mais- sites de mais Monsieur consommation Trudeau, sécuritaire. permettez-moi de Vous finir. bloquez, Monsieur vous bloquez Trudeau, ces Monsieur Trudeau, consommations. avec respect, vous ignorez les inquiétudes des gens d'une communauté quand le gouvernement imposait un site d'injection supervisé et les familles, les mères et les pères veulent avoir leur voix entendue. Et avec votre système, il n'y a aucune opportunité pour leurs inquiétudes d'être considérées. C'est Et pas votre vrai, plan M. Scheer. n'a aucune C'est chose pas pour le vrai. rétablissement. On avance On Le aura chose- l'occasion des d'y choses revenir qu'on dans nous le avons débat fait, 4. et arrêter les addictions, les dépendances. Notre approche va Parce que la science concentrer dit que ça Messieurs, sur l'élimination des dépendances. Merci, on reviendra à ce J'ai bien thème dans le débat 4. Mais on reste toujours dans les politiques sociales, Monsieur. Est-ce qu'on peut Blanchet? intervenir sur ce thème-là précisément? Vous allez revenir dans le débat 4 qui Parfait. suit Merci tous les deux face-à-face. Monsieur Singh et Monsieur Blanchet. Monsieur Singh, en et dentaire, vous voulez aider les personnes âgées en faisant en sorte d'avoir des normes pan-canadiennes dans les soins aux aînés, que ce soit à la maison ou en résidence. Mais ne faudrait-il pas des années de négociations avec les provinces avant d'y parvenir? Donc, ce que je propose avec les soins dentaires, ça va être une assurance publique qui va donner des services dentaires tout de suite pour 4,3 millions de Canadiennes. Ça, c'est quelque chose de tellement important parce qu'on sait qu'à travers le pays, les gens n'ont pas accès aux services dentaires. Avec notre plan, c'est une question de choix et on choisit d'investir dans les gens. Et avec nos plans, on peut sauver beaucoup d'argent pour les familles. Ça va coûter presque 1 240 $ pour une famille moyenne pour avoir des services dentaires. On peut sauver cet argent. Avec l'assurance médicaments universelle, c'est un plan. Oui, le Québec a le droit de prendre la retraite avec plein de compensations, mais si on utilise toute la puissance de le pays, on peut, on peut avoir un programme qui va sauver l'argent pour les Québécois et Québécoises, quelque chose que tous les experts sont d'accord que c'est une façon d'aller de l'avant qui va aider beaucoup de monde. Un des points communs entre le nouveau Parti démocratique et les libéraux, c'est cette habitude d'intervenir dans les compétences du Québec ou des provinces en général. Ça alourdit le processus, ça prend plus de temps et ça coûte plus cher. La santé est une juridiction exclusive des provinces. Il n'y a pas de médecins payés par Ottawa, il n'y a pas d'infirmières payées par Ottawa, il n'y a pas d'hôpitaux fédéraux, sauf peut-être sur les bases militaires. C'est une juridiction de Québec. Et il y a toujours une tentation pour offrir puis faire une promesse de quelque chose de sympathique, de dire on va rentrer dans la juridiction du Québec. Mais la santé est une juridiction du Québec et ce que Québec demande, c'est de rétablir les transferts en santé pour atteindre le fameux 25 % où ça aurait toujours dû être. Parce que pour l'instant,
Les transferts en santé sont plus faibles que l'augmentation des coûts du système de santé au Québec. Donc, il y a un écart qui se creuse, qui va bientôt dépasser les 10 milliards de dollars qui seraient dus à Québec. Et pendant ce temps-là, on veut prendre l'argent des Québécois d'Ottawa et intervenir dans les juridictions du Québec. Je suis tellement d'accord avec l'idée d'augmenter le financement pour les transferts en matière de santé. C'est exactement le cas que les gouvernements conservateurs et libéraux ont coupé les investissements, ça rend plus difficile la vie pour les gens. Donc, je suis tellement d'accord. Mais il y a des temps qu'on peut mettre en œuvre des programmes fédéraux qui aident les gens. Avec l'assurance emploi, c'est un programme qui bénéficie, qui aide les gens au Québec. Qui est de juridiction fédérale. Mais est-ce que vous reconnaissez que le Québec, n'importe quel programme que vous allez sortir dans la juridiction de Québec, peut se retirer du programme avec une pleine et complète... Oui, bien sûr, tout le temps. C'est déjà ça. Et en plus, si on peut travailler ensemble, avec l'assurance médicaments universelle, avec la puissance de 37 millions de personnes... Québec a son régime d'assurance médicaments. Au-delà des... Je veux juste vous entendre également. Pensons aussi aux personnes âgées, puisqu'on est dans le dossier des personnes âgées. Ça m'intéresse beaucoup, les personnes âgées. Vous offrez, vous dites qu'on devrait leur donner 100 $ de plus à terme là, en fait, dans votre programme sur 3 ans. 1 300 $ par mois de plus. Puis je vous explique pourquoi. D'abord parce que moi, je m'irrite beaucoup de cette espèce de tendance qu'on a, puis je ne parle pas des individus, là, comme société, un peu l'appareil média. C'est comme si les personnes âgées étaient une charge, étaient un poids, étaient un problème. Elles ont construit la société dans laquelle on vit. C'est parce que nos prédécesseurs ont été là, qu'on a 2 chars dans la cour et une TV dans chaque appartement dans la maison. Alors, leur donner 1 300 $ par mois de plus, Singh, en plus, ça soutient l'économie des régions du Québec. Merci. Oui, en fait, c'est exactement le cas. Les personnes âgées sont une force. Ils ont sacrifié beaucoup pour la nation. Ils sont vraiment les gens qui ont besoin d'avoir la dignité dans leur retraite. Et ce qu'on propose, c'est une façon de vraiment aider les familles et les personnes âgées. Avec les soins dentaires, c'est un enjeu qui touche les personnes âgées. Avec l'assurance médicaments universelle, oui, je sais que le Québec était avant-gardiste, mais le système ici au Québec coûte trop cher. Ce qu'on propose, ça va réduire beaucoup le coût. J'ai parlé avec quelqu'un qui travaille dans une épicerie. Il m'a dit, à cause de la système qui existe ici au Québec, il doit payer beaucoup de son salaire pour l'assurance privée. Et moi, ça, c'est un système à l'association qui est des pharmaciens qui, eux, s'inquiètent du contraire. On peut changer ça avec la puissance de 37 millions de personnes. Si on peut travailler ensemble, on peut acheter les médicaments moins chers et on peut les livrer tout le temps avec la compétence provinciale. On pourrait modifier le mécanisme de fixation des prix des médicaments. Moi, j'ai parlé à l'Association des pharmaciens propriétaires qui s'inquiètent au contraire. On va ouvrir le débat 4 maintenant. On va ouvrir le débat 4 parce qu'il y a deux thèmes, là, cannabis et évidemment les aînés. Par rapport aux aînés, je comprends bien ce projet, cette vision qu'a le Bloc québécois, mais qui veulent livrer pour nos aînés de l'opposition. Pas tout à fait. Parce que nous, on a livré concrètement pour nos aînés. On a su investir pour augmenter l'assurance, le supplément de revenu garanti de 1 000 $ pour nos aînés plus vulnérables. Après que M. Harper et M. Scheer aient monté l'âge de la retraite de 65 à 67 ans, on les a rebaissés à 65 ans. Et maintenant, on propose d'augmenter les revenus pour nos aînés de plus haut que 75 ans de 10 % pour reconnaître justement ces aînés qui ont bâti notre société et qui méritent qu'on prenne bien soin d'eux. Et il a augmenté les impôts sur les aînés. Il a imposé une taxe sur le carbone sur les aînés. Il a augmenté les impôts pour les aînés. Et c'est notre plan. C'est notre plan qui va va augmenter le crédit le crédit de l'âge pour les aînés. Mais M. Blanchette, c'est toujours la même chose avec le Bloc québécois. C'est la pression, c'est la demande. La seule façon de remplacer le gouvernement de Justin Trudeau, c'est de voter pour le Parti conservateur. On va avoir des députés du Québec autour de la table de décision, pas seulement de faire les demandes et mettre la pression. Alors, mettons quelque chose au clair. Si ne pas être un député du gouvernement est inutile, bien, vous avez été inutile pour les 4 dernières années et vous allez peut-être être encore inutile le 21 octobre. Il y a une personne dans vous 3 qui va être premier ministre. Et les gens n'élisent pas un premier ministre, quel que soit son niveau d'ambition personnelle. Ils élisent des députés. Et ils élisent des députés parce qu'ils veulent se reconnaître dans ce qu'ils vont véhiculer. Est-ce qu'on peut respecter la démocratie et la volonté des gens sans dire que vous êtes des inutiles? Je veux ajouter quelque chose sur la question de l'assurance médicaments. Donc, c'est quelque chose que les libéraux ont promis depuis 22 ans. Ils n'ont jamais livré ça. La réalité, ils travaillent pour les plus riches, pour les riches compagnies pharmaceutiques, pas pour les gens.
on a le courage d'aller de l'avant, s'attaquer les grandes compagnies pharmaceutiques et disant on peut avoir une assurance médicaments universelle qui va aider les personnes âgées, qui va sauver l'argent pour les provinces, qui va sauver l'argent pour les familles. Ça, c'est quelque chose qu'on propose. On a vu pendant 10 ans sous M. Harper ce qui se passe quand les Québécois choisissent d'être à l'opposition. En 2015, ils ont choisi de faire partie d'un gouvernement qui était prêt à investir dans nos aînés, investir dans nos communautés. Et c'est à cause de ça qu'on a pu sortir des dizaines de milliers d'aînés de la continuer d'investir dans les familles. C'est un choix que les Québécois ont fait de faire partie d'un gouvernement qui reflète leurs valeurs parce que l'approche Harper, qui est la même approche que M. Scheer, ne fonctionne pas pour les Québécois. Premièrement, sous Justin Trudeau, la vie devient plus chère pour les aînés. Et c'est notre parti, c'est le gouvernement conservateur qui a créé la division pour les superannuations pour les retraités. Ça, c'est un principe d'un gouvernement conservateur de réduire les coûts pour les aînés, de laisser plus d'argent dans leur poche. Ce n'est pas le choix de Justin Trudeau. Il a choisi d'imposer une nouvelle taxe. Il a choisi d'augmenter les... C'est vrai que M. Scheer va couper les impôts un peu, mais vous allez couper les services beaucoup. Et ça va faire mal aux familles. C'est exactement ce que les gouvernements conservateurs font. C'est exactement ce que Harper a fait. Vous allez couper les services pour les familles et ça va coûtera plus cher. Vous coupez les impôts plus pour les gens qui font 400 000 par année que on les y gens reviendra qui font au niveau économique. J'aimerais vous entendre. Notre baisse d'impôt universel bénéficie les gens qui gagnent 47 bénéficient moins que quelqu'un qui en fait 400 000. Vous êtes tellement déconnecté, M. Trudeau, si vous pensez que quelqu'un qui gagne 47 000 par année est une personne très riche. 400 000. Quelqu'un qui gagne 400 000 profite plus de ta baisse d'impôt que quelqu'un qui fait 40 000. Maximisé pour les gens qui gagnent 47 000. C'est vrai, en fait, ce que les conservateurs font, il dit comme on va donner des cadeaux aux familles, mais la réalité, c'est que vous devez aller donner des grands cadeaux pour les plus riches. Et vous allez couper les services pour les familles, vous allez couper les services pour les personnes âgées. C'est exactement ce que votre parti a fait dans l'avenir, dans le passé. C'est exactement ce que vous allez faire. Ce n'est pas seulement un cadeau quand un gouvernement laisse plus d'argent dans les poches des contribuables. Voilà, ça complète ce premier thème, messieurs. C'est une campagne électorale. Ça complète ce premier thème. On y va avec le deuxième thème, tout de suite, si vous voulez. Économie et environnement. On a vu défiler à Montréal et dans plus de 30 villes du Québec et de nombreuses villes canadiennes des centaines de milliers de personnes, dont une majorité de jeunes, pour que des actions soient prises d'urgence pour le climat. Notre premier duel, c'est M. Scheer et M. Singh. M. Scheer, comment expliquez-vous à tous ces jeunes que vous voulez devenir le défenseur de l'industrie pétrolière et gazière et que vous voulez en même temps abolir la taxe carbone dès que vous serez au pouvoir? Parce que nous savons ici au Canada que nous avons un secteur énergétique avec les standards très élevés, un des plus élevés du monde, et c'est meilleur d'avoir les ressources naturelles qui viennent de chez nous que l'énergie étrangère. Il n'y a aucun bon sens pour lequel l'argent des consommateurs ici au Québec et dans l'Est du Canada vont à l'économie de Donald Trump pour acheter le pétrole. Je crois dans un plan pour l'environnement qui va réduire les émissions dans un contexte global, qui va reconnaître le fait qu'on peut produire les choses ici, comme au Québec, l'aluminium, avec bien moins d'émissions que la même production qui vient de la Chine. Notre plan pour l'environnement, c'est de réduire les émissions dans un contexte global. En fait, M. Scheer, ici à Montréal, on a eu 500 000 jeunes dans les rues qui s'y manifestent contre la crise climatique. En fait, honnêtement, il aussi se manifeste contre les décisions de M. Trudeau d'acheter une pipeline, de continuer de subventionner les secteurs pétroliers, de donner des grandes exemptions aux grands pollueurs. Mais vous ne comprenez pas cette réalité. Pour les jeunes qui demandent au gouvernement de prendre des actions concrètes, pour les jeunes qui disent « on a peur pour l'avenir parce qu'on ne sait pas ce qui va passer dans l'avenir », pour ces jeunes, comment vous pouvez dire on va travailler pour les plus riches, on va travailler pour les secteurs pétroliers. Comment vous pouvez dire ça? C'est l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Il faut agir dès maintenant. C'est une crise qui est réelle. Il faut agir.
Oui, et ça, c'est la raison pour laquelle notre plan va donner au Canada la meilleure opportunité, la meilleure chance d'atteindre les cibles de Paris. On sait que la taxe sur le carbone ne fonctionne pas. Il augmente le coût de la vie, mais ne réduit pas les émissions. Notre plan va rendre la vie plus abordable avec un crédit d'impôt pour les rénovations écologiques. Et on va reconnaître le fait qu'on peut exporter la technologie canadienne bien plus propre et ça va réduire les émissions dans un contexte global. Monsieur Scheer, vous ne comprenez pas c'est comment cette grande crise, c'est comment l'impact sur les jeunes. Et maintenant, on a des jeunes qui s'inquiètent de l'avenir. Parlons d'action, M. Singh, parce que vous avez un programme ambitieux de 15 milliards de dollars dans un premier mandat et 300 000 emplois dans l'économie verte. Oui, bien sûr. Comment peut-on concilier environnement et développement économique? On peut faire les deux et il faut faire les deux. Ce qu'on propose, c'est de mettre fin aux subventions pétrolières, réinvestir l'argent, des milliards de dollars, dans une économie propre, dans l'énergie propre aussi. C'est exactement ce qu'on peut faire. On veut s'assurer qu'on investit dans le transport en commun. On veut électrifier tout le transport. C'est notre but aussi de rénover éco-énergétiquement tous les bâtiments, les maisons. Avec tout ça, on peut créer des milliers d'emplois. On prévise au moins 300 000 emplois qu'on peut créer. L'avenir est possible d'être brillant si on prend des actions de maintenant. Je crois que c'est meilleur pour la planète. Si le Canada peut réduire les émissions dans un contexte global, les molécules de CO2 n'ont pas besoin d'un passeport pour voyager autour du monde. Et je crois que nos standards ici au Canada sont plus élevés que les autres pays où on doit importer le pétrole. Et ça, c'est vous allez aussi imposer un pipeline. Vous ne pouvez pas cacher ça. Vous allez imposer, vous voulez imposer un pipeline avec ma vision, les Québécois et Québécoises. C'est pas acceptable. Un corridor énergétique va donner au Québec l'opportunité de protéger donc ça veut dire hydro. Que vous allez imposer... Ça, c'est une solution gagnant-gagnant pour le Québec et pour le Ce n'est pas gagnant pays si les Québécois et Québécoises ont dit non. Ce n'est pas gagnant d'imposer quelque chose. On va l'aborder dans quelques instants dans le débat 4 parce que je vois les deux autres chefs aussi ont beaucoup à dire là-dessus. Oui. Et on va juste élargir la discussion, si vous voulez aussi, parce que M. Trudeau et M. Blanchet, là, dans ce face-à-face, et après, on abordera toutes ces questions. M. Trudeau, en 2015, vous vous êtes présenté comme le défenseur de l'environnement. Depuis, vous avez acheté pour 4,5 milliards le pipeline Trans Mountain qui part de Edmonton jusqu'à Burnaby en Colombie-Britannique et dont vous voulez doubler la capacité, certainement l'une des plus grandes déceptions pour beaucoup de ceux qui ont voté pour vous. Comprenez-vous qu'ils se sentent trahis? Je comprends, parce que c'était une décision difficile, mais le fait qu'on a acheté cet oléoduc nous permet justement de réinvestir tous les profits, et c'est un oléoduc extrêmement profitable, surtout une fois qu'on va le doubler, pour pouvoir vendre notre pétrole, parce que la transition ne se passe pas du jour au lendemain vers une énergie plus verte, pour vendre notre pétrole à d'autres marchés que les États-Unis, qui maintenant nous donnent un escompte de dizaines de millions de dollars. Alors nous savons que d'investir dans cette transition avec l'oléoduc, ça fait partie de notre plan. Mais ce n'est pas seulement ça, notre plan. On a mis une limite absolue sur les émissions de gaz à effet de serre de l'Alberta. On a banni les plastiques à usage unique. On a mis un prix sur la pollution que M. Scheer continue d'appeler une taxe sur la carbone, mais c'est une taxe qui remet plus d'argent aux où ils n'en ont pas eu. On est en train d'agir pour atteindre nos cibles de 2030 et on va atteindre le net zéro en 2050. Monsieur, soyons audacieux. D'abord, M. Trudeau, vous avez déjà dit qu'on ne laissera pas tous ces milliards de barils de pétrole dans le sol, on va les exploiter. On va créer des dommages environnementaux majeurs, mais après, on va essayer de réparer les dommages qu'on aura créés, alors que les conservateurs pensent que les lois du marché et l'intervention du Saint-Esprit vont régler les changements climatiques ou que ça n'existe pas. Tout ça est très terrible pour le Québec, mais imaginons un peu dans la foulée, mais beaucoup plus précis que ce que M. Singh disait. Le Québec a déjà les centres de recherche, a déjà l'énergie propre, a déjà les ressources naturelles, a déjà l'ingénierie lorsqu'on ne la détruit pas. Le Québec a déjà tout ce que ça prend avec sa structure unique de PME pour être un développeur de technologies environnementales, exportables et créatrices de richesses. L'environnement, ce n'est pas punitif, c'est un modèle économique. Ça crée des emplois, ça crée de la richesse, mais il faut garder l'argent qui va dans le pétrole de l'Ouest pour développer l'économie propre au Québec. Monsieur Blanchette, quand vous étiez ministre de l'Environnement au Québec, vous étiez favorable à l'exploration pétrolière
à Anticosti, du gaz de schiste. Et vous avez autorisé la construction de la cimenterie Mécanis en Gaspésie sans évaluation du BAP. Que dites-vous aux électeurs qui mettent en doute votre ferveur écologique? Merci pour la question. Dans un premier temps, j'allais le dire, j'ai joué dans le film de prendre l'argent du pétrole pour essayer de réparer les dommages du pétrole. Et tout de suite après l'élection de 2014, j'ai dit, je me retire de là et je retire mon appui parce que j'ai vu une logique commerciale. Rapidement, c'était plus une logique de transition énergétique, c'est une logique de commerce. J'ai dit, on laisse tomber ça, Anticosti. Collectivement, la planète n'a pas la maturité d'aller là. On ne va pas là. Maquinis, j'étais en négociation avec l'entreprise. On allait avoir 40 de production de chaleur à partir de biomasse forestière résiduelle locale. Ça aurait été la cimenterie la plus écologique au monde. Le gouvernement suivant a laissé tomber. À l'heure actuelle, l'entreprise recommence à réfléchir à cette hypothèse-là. Donc, je me défends aisément de ça parce qu'il faut réfléchir à avoir des solutions concrètes et je propose des solutions concrètes. Le Bloc propose des solutions concrètes. J'aimerais qu'on revienne sur la péréquation verte. Moyenne, ceux qui émettent plus paient, ceux qui émettent moins reçoivent à partir de la moyenne d'émissions de gaz à effet de serre. Personne n'a bien répondu à ça, Adam. On va ouvrir le débat à 4, justement. Tout le monde peut intervenir. D'abord, on reconnaît absolument qu'il faut lutter contre les changements climatiques. C'est pour ça qu'on a fait énormément, parce que ça préoccupe nos jeunes, ça préoccupe tout le monde pour notre avenir. Ça prend une transition et on est en train de le faire. On vise des cibles extrêmement ambitieuses et on va continuer de le faire. Mais en même temps, il faut reconnaître que l'action, c'est les conservateurs de Jason Kenney, Doug Ford et d'autres qui bloquent l'imposition ou qui essayent de bloquer l'imposition. Andrew Scheer qui va tenir tête contre eux. Et malheureusement, c'est pas le Bloc qui va mettre un plan pan-canadien pour lutter contre les changements climatiques. S'il n'y avait pas eu le Bloc québécois, il y aurait déjà un Énergie-Est qui traverserait le Québec. C'est le Bloc québécois qui a fait obstacle à ça. Puis à l'époque, c'est moi, comme ministre de l'Environnement, qui a commencé à faire obstacle à ça. Mais alors, M. Scheer a ouvert tantôt une question également et je vais la proposer encore une fois. Vous proposez de créer un grand corridor énergétique dans lequel le pétrole et l'hydroélectricité circuleraient d'un bout à l'autre du pays. Si vous ne réussissez pas, et M. Singh vous a posé la question tantôt, si vous ne réussissez pas à convaincre M. Legault, allez-vous quand même imposer un pipeline aux Québécois qui s'y opposent? Alors, premièrement, cet corridor énergétique va créer une solution gagnante-gagnante pour toutes les provinces et bien sûr pour le Québec aussi, parce qu'il peut partager son hydro propre à les autres provinces. Je sais la raison pour laquelle les Québécois sont fiers de leur hydro. Il y a une opportunité. Et quand vous êtes leader, vous mettez la meilleure idée sur la table et les autres vont te suivre. C'est clair que cet corridor énergétique va régler les enjeux environnementaux et aussi les enjeux des Premières Nations. Ça va créer une solution gagnante-gagnante. M. Scheer n'a pas répondu à la question. Je respecte les compétences répète encore gagnant-gagnant. Ce n'est pas gagnant d'imposer un projet sur la nation du Québec si les Québécois et Québécoises s'opposent à ça. M. Trudeau, je pense que vous donnez des belles paroles, c'est belle, mais pas des actions concrètes. Et la réalité, vous avez continué de subventionner les secteurs pétroliers, vous avez continué de donner des exemptions pour les grands pollueurs et vous avez acheté un pipeline. C'est décevant et beaucoup de monde sont tellement décevés. Plus pour l'environnement dans 4 ans que n'importe quel autre gouvernement canadien. Et oui, on reconnaît qu'il y a des gouvernements conservateurs à travers le pays qui repoussent, mais c'est justement pourquoi il ne faut pas doubler avec un gouvernement conservateur d'Andrew Scheer. Il faut avoir quelqu'un qui peut tenir tête aux provinces, à Doug Ford, à Jason Kenney. Et c'est exactement ce que je fais. Et c'est ce que je vais continuer de faire. C'est malheureusement pas Andrew Scheer qui va pouvoir lutter contre les pétrolières. Êtes-vous d'accord, c'est fini le temps pour les belles paroles, c'est le temps pour les actions concrètes. Et effectivement, les actions concrètes. On va planter 2 milliards d'arbres. On va couper dans la moitié les taxes, les impôts des corporations qui développent des technologies à zéro émission. On est en train d'agrandir les superficies protégées, les aires marines et les aires terrestres jusqu'à 25 % en 2025. On est en train de faire énormément. Et si on passe au-delà des politiciens conservateurs, on va pouvoir en faire encore plus. M. Scheer, comment vous pouvez... Il interpelle M. Scheer. Premièrement, ils ont donné une grande exemption, jusqu'à 90 % pour les grands pollueurs de sa taxe sur le carbone. Mais il a imposé 100 % de les coûts de la taxe sur le carbone pour les travailleurs canadiens. Ça, c'est
juste. Et aussi, son plan environnemental pour cette campagne, c'est l'improvisation. Il n'y a aucun détail. Ça fait depuis le début que M. Scheer nous parle de la taxe du carbone et est en train de complètement induire les Canadiens en erreur. Le prix sur la pollution, plus d'argent aux provinces, aux citoyens dans les provinces qui n'en ont pas. Au Québec, ça fait longtemps qu'on est des leaders sur l'environnement. On n'a pas besoin d'imposer quoi que ce soit parce qu'à travers le pays, c'est des politiciens conservateurs qui sont en train de lutter contre l'environnement. Deux choses très vite. Il n'y a aucun Canadien qui pense qu'il devient plus riche quand il paye une nouvelle taxe. Et vous êtes une hypocrite sur la question d'environnement. Il y a seulement un chef ici ce soir qui a 2 avions pour son campagne électorale. Okay. C'est vous. Un pour vous. Vous n'avez même pas acheté des crédits. Un pour vous. Non, mais Monsieur Trudeau, vous n'avez pas acheté des crédits. Un pour vous et les médias et l'autre pour vos costumes et vos canots. Ça, c'est votre choix. Comment est-ce que vous êtes une faux écolo? Vous êtes une hypocrite sur la question des crédits de carbone. Pourquoi vous avez des crédits de carbone? Pourquoi vous avez besoin de deuxième avion? C'est le seul. C'est bien le seul. Pourquoi vous avez une besoin pour un deuxième avion? On a acheté des crédits de carbone pour toute la transportation. Un mot? S'il vous plaît, estimés collègues, est-ce qu'on peut respecter un peu les droits de parole? Moi, je veux bien être le gentil garçon poli, mais d'abord, le Québec a en effet un système de tarification du carbone qui est la bourse du carbone avec la Californie, qui est reconnu comme un des systèmes les plus efficaces au monde et qui laisse à l'État québécois de l'argent pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Je le connais, j'ai complété la négociation et je l'ai signé, ce système-là. En revanche, on ne peut pas créer une taxe dont l'entièreté du revenu retourne en chèque avant les élections aux gens. Ça ne change absolument rien. Nous, on a une proposition qui fait que les pollueurs paient et que les bons élèves en environnement reçoivent cet argent-là, ce qui serait sain. Puis, si vous interrompez moi, j'aurai un peu plus de temps pour expliquer mes affaires. C'est-à-dire qu'on a de temps, vous le savez, tout le monde. Hein, les règles sont les mêmes pour tout le monde. On a un bloc de 4 minutes et on essaie de laisser le droit de parole équitablement à chacun d'entre vous. Merci beaucoup. Mais là, c'est M. Blanchet et M. Singh. Vous aurez l'occasion encore de parler environnement. Merveilleux. M. Blanchet, c'est au Québec qu'on vend le plus d'auto électriques et hybrides au Canada. Malgré tout, il n'y en a que 43 000 dans la province. Ça représente moins de 1 % de tout le parc automobile. Clairement. Que proposez-vous, d'abord vous, pour encourager davantage de gens à s'en procurer? La meilleure manière de réduire notre consommation de pétrole, c'est bien sûr de passer au transport électrique, mais encore une fois, pas par obligation, parce que les gens vont en avoir envie, parce que ça va être un modèle intéressant. 43 % des véhicules électriques au Canada sont au Québec. Déjà, on est tout à fait meneur, mais c'est très, très, très insuffisant. Nous, on propose un certain nombre de mesures. D'abord, pour les familles qui ont moins de revenus, qui trouvent que c'est très cher un véhicule électrique, c'est d'ajouter aux 4 000 $ que donne Québec à l'achat d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable usagé 2 000 $ du fédéral. Et si ces gens-là amènent un véhicule usagé de 12 ans, un autre 1 500 $. Et on propose aussi, par un système de garantie de prêt, la conversion de 6 000 autobus scolaires, les 3/4 du parc, 6 000 autobus scolaires qui deviendraient électriques et fabriqués au Québec. Oui. Je dois reconnaître que c'est avec M. Scheer que ce face-à-face est prévu dans l'ordre choisi. Alors, M. Scheer, vous qui êtes un partisan de l'industrie pétrolière, allez-vous faire comme le premier ministre ontarien Doug Ford et couper la subvention pour l'achat d'un véhicule électrique? Nous avons assuré des Canadiens qu'on va continuer avec le programme jusqu'au but de le mandat, l'horaire. Mais on doit reconnaître une autre fait. C'est le véhicule le plus populaire au Québec, c'est le F-150. Alors, les Québécois et les Québécoises vont continuer d'acheter le pétrole. Et j'ai fait mon choix. Je préfère le pétrole de chez nous que le pétrole qui vient des États-Unis. Il n'y a aucun bon sens pour l'argent de Québec de sortir du Canada pour appuyer l'économie de Donald Trump quand on a des réserves. Et avec mon corridor énergétique, tout le monde qui a analysé vos affaires dit que ça ne se peut pas ce que vous dites. On peut assurer que le Québec, pour protéger son hydro et le reste du Canada, pour être plus indépendant sur le pétrole. Le Canada produit déjà plus de pétrole que ce qu'il consomme. Les marchés achètent et vendent, mais si telle était la volonté, le Canada pourrait être autosuffisant. Maintenant, ça reste le pétrole le plus polluant au monde. Il faut faire une transition, puis il faut arrêter de le dire, il faut le faire. Est-ce que vous êtes prêt, M. Scheer, à dire, Canadiens ou Canadiennes, aux Québécois, aux Québécoises, en dedans de combien d'années le Québec va sortir de l'économie du pétrole? En dedans de combien d'années on va partir de ce qu'on consomme maintenant, puis on va réduire l'extraction, le transport, l'exportation et la combustion de pétrole pour arriver à, parce qu'il y en aura toujours un petit peu, un 5 ou un 10 %. Combien d'années
Dans combien d'années on va atteindre cet objectif nécessaire pour la planète? Vous le savez qu'il y a beaucoup d'emplois ici au Québec grâce à le secteur énergétique. Et vous savez que les avancements dans la technologie ici au Canada, dans le secteur énergétique, c'était merveilleux. C'est le sens du mot transition. Avec notre plan, on va donner un crédit d'impôt corporatif pour les compagnies qui réduisent leurs émissions. Et on peut reconnaître le fait. Ici, au Canada, on peut fermer toutes les choses. On peut arrêter notre économie entièrement. Et j'arrête pas de parler de transition, convertir progressivement. Moins de 3 semaines, l'économie de la Chine, de l'Inde et l'Indonésie va remplacer toutes nos émissions. Alors, c'est mieux d'attaquer le problème dans un contexte global. Parce que les autres émettent des gaz à effet de serre. Émettons-en davantage nous-mêmes et laissons augmenter la fréquence et l'intensité des catastrophes naturelles, les migrations climatiques et l'ensemble des enjeux liés à ça, en faisant semblant que ça va se régler tout seul. Moi, je vous demande, j'aimerais ça qu'on se mette tout le monde ensemble, on dit, on prend 25 ans, on sort complètement du pétrole. On prend 30 ans, on sort complètement du pétrole. Il y en aura, peut-être pour quelques usages, mais on sort de là et que l'Alberta transite vers une autre économie, comme le Québec veut transiter vers une autre économie. Dernière réponse, M. Scheer, là-dessus. Les Québécois et Québécoises savent que les plans de projet de le Bloc québécois ne peuvent jamais être implémentés. Et le plan pour l'environnement de Justin Trudeau lâchez le bloc 2 minutes, parlez des idées, on s'en va au Parlement. M. Trudeau est un champion d'improvisation et il a sorti son plan pour l'environnement sans détail. Il ne veut bien pas atteindre les cibles de 2030 et maintenant on parle de 2050. Voilà pour ce face-à-face. On y reviendra dans le débat 4 tantôt. M. Trudeau, M. Sig maintenant. Nous vivons dans une économie qui est de plus en plus numérique et nous faisons face maintenant à des entreprises qui sont planétaires comme Google, Apple. Tous les deux, vous voulez imposer à ces géants une taxe de 3 %. Comment allez-vous vous attaquer à des adversaires américains si puissants sans tomber dans une nouvelle guerre commerciale avec le président Trump? M. Singh, d'abord. Donc, la différence entre moi et M. Trudeau, c'est que j'ai le courage de le faire parce que je sais que c'est injuste qu'on a un terrain inégal qui donne un grand avantage aux entreprises étrangères. Et ça fait mal à la culture ici au Québec et au Canada. Donc, on va s'attaquer à l'injustice qui existe, le fait que M. Trudeau et son gouvernement a donné un grand cadeau à Netflix avec une entente, avec aucune protection pour la culture québécoise. C'est inacceptable. Donc, ce qu'on propose, c'est pour défendre l'identité et la culture québécoise, pour s'assurer qu'on a un média locaux fort. Il faut s'assurer qu'on mette de l'avant des taxes sur les géants du Web. On est prêt de la faire. Depuis les débuts, on a toujours dit que tout le monde doit payer leur juste part, mais qu'on doit se concerter avec la communauté internationale. Justement, on a travaillé sur ça au G7, on a travaillé avec l'OCDE et on est arrivé à une proposition qui va non seulement s'assurer de l'équité pour les compagnies canadiennes en s'assurant que la taxe de vente s'applique à tout le monde, mais on va aussi aller de l'avant avec une taxe sur les géants du Web pour s'assurer que les revenus générés au Canada en publicité de Google, d'Amazon et d'autres soient taxés. Monsieur Trudeau, c'est un enjeu qu'on a fait. Depuis que vous êtes au pouvoir, je m'excuse de vous interrompre, parce que vous avez refusé d'imposer la TPS à Netflix. J'avais promis en 2015 de ne pas le faire et je ne l'ai pas fait. Bon, maintenant, non, mais il y a quand même eu des changé. effets néfastes au Québec, dans l'industrie, chez nous, télévisuelle québécoise, et avec l'arrivée de nouveaux géants américains comme Apple et Disney. Qu'est-ce que vous allez faire pour protéger notre télé et notre cinéma? Justement, on est en train de s'assurer que tout le monde, y compris Disney et les nouveaux arrivants, vont maintenant payer la taxe de vente sur les services numériques au Canada parce qu'on a coordonné avec les pays à l'international pour avoir une approche responsable. Mais on va le faire. En même temps, qu'est-ce qu'on a fait pour protéger la culture? On a doublé les investissements dans le Conseil canadien des arts. On a augmenté les financements pour téléfilms. On est en train d'investir dans le journalisme, dans Radio-Canada, dans bien des investissements qui vont aider les gens à célébrer cette culture qui est la nôtre. On a aussi sécurisé des investissements de 500 millions de dollars dans Netflix qui a bénéficié à des compagnies de production ici au Québécois et à travers le pays. Monsieur Trudeau, l'entente Netflix n'a pas fonctionné. Et en fait, ils ont investi plus que 500 millions de dollars. Vous avez eu 4 ans de faire quelque chose. Encore, c'est des belles paroles. Je reconnais ça. Vous allez dire ça pendant la campagne électorale. Mais en fait, après 4 ans, on ne peut pas voir les actions concrètes. Et dans ce dossier,
c'est où, et c'est tellement clair que l'entente avec Netflix était désastreuse. Ça n'a pas fonctionné pour aider le Québec, ça n'a pas fonctionné pour aider le Canada. Donc, il faut accepter que vous n'avez pas pris des actions concrètes pour Je vous défendre recommande, M. la Singh, d'aller culture rencontrer canadienne ces et compagnies de québécoise. production ici au Québec qui ont bénéficié des investissements de Netflix, qui ont bénéficié des investissements beaucoup de moins. gens qui viennent faire du travail ici et reconnaissent la qualité du milieu culturel ici au Canada, particulièrement ici au Québec. Et je comprends, il y a toujours plus à faire et on est en train d'en faire plus. Et on va s'assurer que tous les géants du Web payent leur juste part d'impôts Mais on a dit en ça aligné depuis avec des ans. nos autres alliés. On a dit ça depuis 4 ans qu'il faut le faire. Beaucoup des autres pays ont déjà le fait. Mais maintenant, on vous dit, oh, peut-être on va le faire. Mais comment peuvent les gens croire en vous? On ouvre la question là-dessus. Absolument Le débat intéressant. D'abord, 3 secondes. Utilité du Bloc. Si le Bloc ne s'était pas engagé sur cette tarification du chiffre d'affaires des géants du Web, personne ici l'aurait soit dit on va le faire, soit dit je vais y penser. Donc, le Bloc a là une super utilité pour la culture. Ensuite de ça, tout le monde veut le faire, alors merveilleux. C'est pas une taxe sur les géants du Web, c'est une redevance parce qu'ils exploitent commercialement des contenus de médias et de culture qui ne leur appartiennent pas. Ça génère entre 500 et 700 millions. Cet argent-là serait réservé aux médias, aux arts et à la culture, et 40 comme en musique, réservé au secteur francophone. C'est ce qui doit être fait, et je suis curieux de savoir comment vous voterez. Rapidement, M. Scheer, sur ce dossier, parce que je veux parler Le conservateur va assurer que les géants de Web payent leur part. Et je dois noter que sous le gouvernement de Justin Trudeau, le gouvernement fédéral a augmenté les dépenses sur les pubs, sur les géants de Web, comme il a nommé. Alors, c'est un autre exemple d'hypocrisie. Monsieur Trudeau, qu'est-ce que ça va prendre que vous respectiez vos promesses? Qu'est-ce que ça va prendre? Que c'est le gouvernement Harper qui avait dépensé le plus en publicité partisane de n'importe quel autre gouvernement. On a massivement réduit ses dépenses en publicité partisane parce que les gens avaient les mêmes géants de Web avec l'ère Harper. Qu'est-ce que ça va prendre que vous respectiez vos promesses? Qu'est-ce que ça va prendre? On est justement en train vous de avez mettre dessus vous avez brisé beaucoup de promesses. Messieurs, ça va prendre des néo-démocrates. 900 000 ça va personnes. prendre Messieurs, des merci. néo-démocrates. On arrête ce dossier parce que je veux parler d'un autre qui est extrêmement important. Problème inquiétant pour des consommateurs qui sont forcés de fournir leurs données personnelles pour faire affaire avec les banques, les commerces, les médias sociaux. Après les vols d'identité chez Facebook, Desjardins, Equifax, Capital One, Industriel Alliance, avons-nous besoin de nouvelles lois pour la protection de la vie privée? J'y vais avec chacun d'entre vous et vous entamerez le débat. Rapidement, il est essentiel que les gens aient un sentiment de sécurité dans leur relation avec les institutions. Les institutions doivent identifier clairement les gens avec qui ils font affaire, doivent déclarer tout cas de bris de confidentialité aux gens visés et dans leur déclaration annuelle et payer eux-mêmes les frais qui seront encourus par les citoyens. Scheer. Oui, avec les changements technologiques, on doit assurer que les consommateurs sont protégés. Et ça, nous avons proposé un plan qui va faire ça et aussi qui va assurer que les compagnies doivent expliquer dans le langage très facile de comprendre exactement ce que les gens peuvent expecter. Les autres proposent, nous, on a agi. Je suis allé à Paris, on a annoncé ce qu'on faisait. On a établi une charte numérique qui protège les consommateurs, qui donne la capacité aux individus de reprendre leurs données et de voir ce qu'ils font avec leurs données. On est en train de protéger les consommateurs. Monsieur Singh. Oui, les gens ont peur. Ils ont peur parce que maintenant, leur vie privée, ce n'est pas privé. En particulier avec les nouvelles technologies, c'est tellement une grande inquiétude. Donc oui, on a besoin de protéger la vie privée, la numérique privée des gens. Mais ce n'est pas seulement avec les corporations, c'est aussi avec le gouvernement. Et monsieur mission à le département de Statistics Canada pour attirer l'information pour les gens banquiers sans consent. Et c'était inexcusable. Comment faire confiance au gouvernement Trudeau sur l'enjeu de la sécurité alors qu'il n'est même pas capable d'assurer la paye à ses propres employés depuis des années? Encore une fois, on se souvient du gouvernement Harper qui a éliminé le formulaire de recensement à formulaire long. Et l'attaque contre Statistique Canada continue les conservateurs. On comprend vos positions maintenant sur ces données personnelles. Merci, messieurs. On passe maintenant à l'autre question et un face-à-face avec M. Singh et M. Blanchet. M. Singh, vous promettez, si vous convoquez d'urgence un sommet de l'industrie automobile en Ontario.
Mais ici, au Québec, ce qui préoccupe beaucoup de gens, ce sont ces grandes entreprises comme Air Canada, Air Transat, qui est vendu à Air Canada, la C-Series de Bombardier cédée à Airbus. On se souvient aussi des cas de Rona, Saint-Hubert. Faut-il protéger davantage les entreprises d'ici? Oui, bien sûr, il faut les protéger. Et ce qu'on propose, si on utilise l'argent public, il faut avoir un processus dans le procurement où on donne un avantage pour le secteur manufacturier et ici au Canada, ici au Québec. Ça veut dire, avec ce qui s'est passé avec Via Rail, on a acheté des trains de l'Allemagne. C'est complètement inacceptable. J'ai visité les gens qui travaillent très fort en Bombardier. Ils étaient tellement déçus que le gouvernement canadien, le gouvernement de M. Trudeau, a acheté des trains de Siemens au lieu d'acheter des trains ici au Canada. Donc, ce que je exige, il faut avoir une politique où on donne un avantage avec notre argent public aux usines et aux entreprises de Canada, du Québec. À chaque fois qu'il y a une intervention, que ce soit l'Agence canadienne sur les valeurs mobilières, que ce soit la perte de sièges sociaux, que ce soit l'affaiblissement du Québec comme place financière, ces affaiblissements-là servent toujours l'Ontario. Et ça rend très légitime la place financière de Bay Street. Ça rend très légitime la volonté du Québec d'exprimer un fort nationalisme économique, de dire que nos sièges sociaux, nos fleurons, on peut encore en partir d'autres. On est capable de créer, c'est notre force au Québec. On est des entrepreneurs, mais on ne peut pas créer et voir constamment ce qu'on a créé être racheté, avec en plus des problèmes de relève entrepreneuriale. Alors, il faut que le gouvernement canadien s'en remette beaucoup au Parlement pour que tout le monde puisse en parler, mais se donne des outils. Exemple, la capacité d'intervenir pour bloquer une transaction, passer de 1 milliard et plus et ramener ça à 300 millions et plus. Déjà, beaucoup plus rapidement, on pourrait dire, écoutez, on ne veut pas d'une telle transaction, puis il ne faut pas être complaisant. Et, s'il vous plaît, il faut arrêter de casser du sucre sur le dos des Québécois. Il n'y a pas de bandits qui travaillent chez SNC-Lavalin, mais il y a un fleuron en train d'être détruit par la perte des emplois, par la perte des clients, par la perte de la valeur de l'entreprise, parce qu'il y a eu une maladresse grave de M. Trudeau et une volonté de M. Scheer de jouer contre le Québec pour faire des gains dans le reste du Canada, encore une fois, et c'est le Québec qui fait pour. Le Québec a le plus bas taux de chômage de toutes les provinces canadiennes. C'est là la classe moyenne qui est aussi la plus forte. On a des surplus budgétaires à Québec. Au fond, sommes-nous bien servis par le système fédéral? Je ne pense pas que le système fédéral puisse se revendiquer des succès du Québec. Même qu'il faudra admettre, et ce n'est pas un réflexe naturel chez moi, que le gouvernement précédent à Québec a fait un travail au niveau économique qui était tout à fait acceptable. Le gouvernement actuel en profite et veut faire une gestion rigoureuse et serrée de ça. Maintenant, plutôt que de, tout le monde ensemble, l'ensemble du Canada, dépenser l'argent lorsque ça va bien, il faut penser au fait qu'il y a un vieillissement grave de la population et on a un devoir moral à l'endroit de ces gens-là. Il faut, quand ça va bien, ne pas creuser des déficits de plus en plus lourds. Il faut se préparer à un avenir qui ne sera pas si facile et je pense que Québec est assez responsable à cet égard-là. Oui, c'est vrai, mais on a une économie qui bouge, mais ça ne bouge pas pour tout le monde. Et oui, ici, c'est vrai que beaucoup de monde a un emploi, mais la réalité, c'est que la vie coûte trop cher. Donc, ce qu'on propose, c'est de mieux investir dans les soins de santé. Il faut augmenter les transferts en matière de soins de santé pour le Québec. Okay. Il faut aussi avoir des autres services. Donc, notre plan pour avoir un soin dentaire, ça va sauver beaucoup d'argent pour les familles qui ont maintenant de misère à rejoindre les deux bouts. Ou si on veut s'assurer avec notre assurance médicaments universelle, ça va aussi sauver d'argent pour les familles. Donc, à ce moment, oui, l'économie bouge, mais à cause des conservateurs et libéraux, ça bouge pour les plus riches, pas pour monsieur, madame, tout le monde. Bon, ça, voilà pour... Oui. OK. Dans tous les exemples donnés, l'argent doit être donné à Québec parce que ce sont des juridictions de Québec, même si je cautionne le principe qu'il y a des gens qui ne profitent pas de la croissance économique ou de la prospérité. Là-dessus, on est d'accord. Monsieur Blanchette, Monsieur Singh, merci. On y va maintenant avec Monsieur Scheer et Monsieur Trudeau. Monsieur Scheer, vous promettez de revenir au déficit zéro dans 5 ans. Vous avez déjà annoncé hier que vous allez couper 1,5 milliard en aide internationale. C'est bien loin d'être suffisant. Vous allez devoir faire d'autres compressions. Vous avez dit aussi que vous ne couperiez pas dans les services. Alors, vous allez couper où? Alors, ça me donne l'opportunité de répéter notre engagement avec les Canadiens. On va continuer d'augmenter les investissements pour la santé et l'éducation. On a fait un choix. J'ai fait mon choix. J'ai décidé d'éliminer
à peu près 1,5 milliard de dollars pour les subventions des corporations très profitables et les autres dirigeants. Et aussi, on va couper 1,5 milliard de dollars pour l'aide étrangère pour les pays très riches et les pays avec les dictatures corrompus. On va contrôler le niveau d'augmentation des dépenses qu'on a vu avec M. Trudeau. Les grands déficits sans fin accumulent les dettes énormément et beaucoup plus de votre argent des contribuables doit être payé pour l'intérêt sur cette dette. Cet argent-là, il va aux les banques, pas dans les services. Et c'est les grands déficits qui menacent l'intégrité de nos services sociaux. Je vais préciser là-dessus, M. Trudeau, en 2015, quand vous êtes arrivé au pouvoir, la dette était de 600 milliards de dollars. Avec les déficits que vous prévoyez, elle atteindra 800 milliards en 2023, une augmentation de 33 %. C'est l'héritage que vous voulez laisser aux jeunes qui vont devoir le payer? On comprend à quel point c'est important d'être responsable, de façon fiscalement responsable. Et c'est pour ça qu'à chaque année, notre dette, comme pourcentage, comme taille de notre économie, continue à diminuer. Parce qu'on sait que le choix qu'on a fait est différent du choix des conservateurs. Nous, on a choisi de baisser les impôts de la classe moyenne, de les monter pour les 1 % les plus riches. On a choisi d'investir dans nos familles, dans nos aînés, dans nos communautés, en infrastructure, parce que sous les conservateurs, c'était l'austérité et les coupures. Et là, on est en train de voir que ça fonctionne. On a 1 million de nouveaux emplois, la plupart à temps plein à travers le pays. On a sorti 900 000 personnes de la pauvreté, donc 300 000 enfants. Notre plan fonctionne, il est responsable. On est, avec l'Allemagne, les seuls pays du G7 à avoir une cote parfaite des agences de crédit à l'international. Il a endetté les millions des Canadiens. Il a accumulé les dettes et déficits. Il a augmenté les taxes et les impôts sur la classe moyenne. 80 % de la classe moyenne paye plus d'impôts aujourd'hui qu'il a payé au début de son les analystes, les économistes ont refuté cette allégation fausse, monsieur. Nous savons avec les promesses de Justin Trudeau que les impôts vont continuer d'augmenter parce qu'il va avoir de votre argent après l'élection. On a vu ça, cette film avec les autres gouvernements fédéraux, libéraux. Quand il accumule les déficits sans fin, il augmente les impôts. Et les Canadiens peuvent être... Tous les Canadiens qui ont la difficulté de rendre les 2 buts à la fin du mois peuvent avoir confiance en Justin Trudeau qu'il va augmenter les impôts immédiatement après les élections. Quand il n'a pas besoin de votre vote, mais il va avoir besoin de votre argent. On a réduit les impôts pour la classe moyenne. On a investi dans nos communautés parce qu'après 10 ans de conservateurs, on avait sous-investi dans les gens qui en avaient besoin. Mais là, ce qu'on est en train de voir, c'est M. Scheer est en train de critiquer sans partager son cadre fiscal. Il a refusé de partager là où il va couper. Pourquoi? Parce qu'on a vu cette film avec Doug Ford, qui a refusé de partager son cadre fiscal et qui ensuite coupe en éducation, en service, en service pour les francophones. Et c'est exactement ce que M. Scheer va faire. Il choisit des coupures et de l'austérité plutôt que de l'investissement responsable comme nous on a fait. Sous Justin Trudeau, la vie devenir plus chère. Le coût de la vie augmente. Notre plan, c'est de laisser plus d'argent dans les poches des Canadiens. On va introduire une baisse d'impôt universelle. On va éliminer le TPS sur les factures d'hydro. On va augmenter les REE et on va introduire un crédit d'impôt pour les rénovations écologiques. Et on va le payer avec les épargnés de la subvention corporative et avec l'aide étrangère. Alors ça, c'est le choix. Le choix pour les Canadiens, c'est pour avoir une vie plus abordable avec plus dans leur poche et moins d'argent qui va à les pays très riches et les corporations très profitables. Oui, on ouvre à 4 ce débat-là parce que je sens les 2 autres chefs qui veulent intervenir. Plutôt que de couper ou de creuser un déficit qui, il faut admettre, va finir par devenir préoccupant, pourquoi ne pas augmenter les revenus? Il y a les revenus de l'évasion fiscale et des paradis fiscaux qui représentent des centaines de millions. Il y a des revenus potentiels avec, puis on le réexpliquera, la péréquation verte qui représente beaucoup d'argent. Il y a les revenus qui sont possibles en cessant de subventionner le pétrole. Il y a les revenus générés en imposant les taxes ou une tarification aux géants du Web. C'est beaucoup d'argent. Ça finance des services, ça finance de l'aide aux fameuses familles.
en étant prudent avec le déficit, parce qu'un jour, il faudra le payer, puis en ne coupant pas dans les services, parce que clairement, les gens en ont besoin. Malheureusement, il faut dire que je suis d'accord avec M. Blanchet. Pourquoi malheureusement? Je plaisante. En fait, la réalité, c'est oui. Les deux, les conservateurs et les libéraux, ils n'ont pas le courage de dire on a des plus riches qui ne payent pas leur juste part. On a des paradis fiscaux. Vous n'avez pas fait rien pour régler ce problème. On a des évasions fiscales. On a des gens qui cachent leur argent. Les plus riches, les ultra-riches ne payent pas leur juste part. Ça, c'est pourquoi on va mettre en œuvre une taxe sur les ultra-riches, ceux qui ont plus de 20 millions de dollars. On va dire que vous devez payer plus. On va aussi dire on va annuler tous les paradis fiscaux. On veut augmenter le revenu vraiment, et ça va aider pour financer tous les services. De 1 des mieux nantis pour réduire les impôts pour la classe moyenne. Mais M. Trudeau, en fait, la Statistique Canada dit qu'avec votre gouvernement, les plus riches ont gagné plus d'argent, ils ont payé moins. C'est la Statistique Canada qui a dit les impôts pour la classe moyenne. M. Scheer propose une baisse d'impôts universelle qui donne plus d'avantages à quelqu'un qui gagne 400 000 que quelqu'un qui gagne 40 000 Et ça, c'est pas qu'on va faire. Mais c'est ce que les conservateurs font toujours. Ils augmentent les impôts sur les plus riches et diminuent les impôts pour les plus riches. Le bénéfice pour notre baisse d'impôt universel atteint le maximum pour quelqu'un qui gagne 47 000 par année. C'est seulement quelqu'un qui est tellement déconnecté, qui pense que quelqu'un qui gagne 47 000 c'est le plus riche. C'est notre plan est basé sur laisser l'argent dans les poches des contribuables. C'est le temps pour les Canadiens d'avoir une vie plus abordable. Sous Justin Trudeau, le coût de la vie augmente. Avec les politiques conservateurs, on a compris vos positions chacun. Je veux revenir sur un aspect très important, puisqu'on est toujours en économie, le manque de main-d'œuvre. On a appris vendredi que cette entreprise Louis Garneau ferme son unité de production textile à Saint-Augustin de Desmaures. Des chaînes de restauration réduisent les heures d'ouverture, faute de main-d'œuvre. Au Québec, 140 000 postes sont à pourvoir. Avez-vous des solutions à court terme, maintenant, pour régler ce problème à tour de rôle? Monsieur C. Oui, la pénurie de main-d'œuvre, c'est un grand problème. J'ai parlé avec plusieurs gens qui travaillent dans les régions, des entrepreneurs, des gens qui ont des entreprises qui disent qu'on a des grands problèmes à chercher des gens. Le pénurie de main-d'œuvre, c'est un grand problème. Donc, c'est clair qu'on a besoin d'immigration. Il faut mieux intégrer les nouveaux arrivants et c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut connecter les nouveaux arrivants avec les opportunités de travailler dans les régions. Chaque année, on augmente les seuils d'immigration de façon responsable pour pouvoir justement s'assurer à une relève qui va aider avec cette pénurie de main-d'œuvre. Monsieur Scheer. Oui, et une de notre solutions est de travailler avec le gouvernement de Québec pour simplifier le processus pour les petites entreprises qui a trouvé quelqu'un qui peut le trouver, mais il y a une duplication des formulaires. Alors, on va travailler avec le Québec pour le régler. 10 secondes aussi. Le gouvernement Legault a demandé davantage que ça. Il a demandé que l'ensemble de cette immigration à caractère économique et à caractère saisonnière et étrangère lui soit confié pour que ce soit plus léger, plus rapide, sans concurrence entre deux gouvernements. Merci, messieurs. Nous voilà au troisième thème, gouvernance et le Québec dans le Canada. M. Trudeau et M. Blanchet, pour partir le bal. M. Trudeau, pendant votre mandat, bien des demandes du Québec sont restées lettres mortes. Vous avez même opposé une fin de non-recevoir à l'ex-premier ministre Philippe Couillard en lui disant qu'il n'était pas question de rouvrir la Constitution. Doit-on comprendre qu'avec vous, le Québec est une province comme toutes les autres? Au contraire, je reconnais la nation québécoise. Je reconnais à quel point les Québécois ont des valeurs que je partage et que nous devons s'assurer soient partagées à travers le pays. C'est pour ça que j'étais tellement touché et c'était tellement important pour notre gouvernement d'avoir tant de députés du Québec au sein d'un gouvernement parce que ça a permis la lutte contre les changements climatiques, ça a permis la lutte contre l'évasion fiscale, ça a permis les investissements dans la classe moyenne que M. Harper n'avait pas fait depuis très longtemps. On va toujours travailler avec le Québec, mais il n'y a personne qui s'attend à ce qu'un gouvernement fédéral s'entende sur tout avec le Québec ou toute autre province. Je voudrais dire à ça, d'abord, je me permets une comparaison.
Dans l'actualité très récente, il y a l'enjeu des Premières Nations qui disent, notamment, M. Justin Picard le disait, est-ce qu'on peut faire autrement que de simplement dire qu'on reconnaît la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones et rendre ça concret? Même chose pour la nation québécoise. Est-ce qu'on peut arrêter de dire qu'on la reconnaît du bout des lèvres le mercredi après-midi et respecter ça? Parce que vous venez de dire, on doit s'assurer que les valeurs québécoises soient compatibles avec les valeurs de l'ensemble du Canada, mais si le Québec est une nation différente, il est possible que son attachement à la langue, son attachement à la laïcité, son patrimoine, son histoire, soit quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur et qui ne doivent pas nécessairement être compatibles avec ceux de la Saskatchewan ou de la Colombie-Britannique. Est-ce qu'on ne doit pas rendre concret la notion de nation québécoise telle que confiée à l'Assemblée nationale du Québec? Parce que un peuple et une nation ne confient pas son âme, ses arts, sa culture, son histoire, son patrimoine à une autre nation. Pour relancer cette discussion là-dessus, justement, M. Blanchette, vous vous collez aux idées de François Legault, qui n'est plus souverainiste. C'est-à-dire que le Bloc est maintenant devenu nationaliste plutôt qu'indépendantiste. Le Bloc québécois est souverainiste, indépendantiste, clairement. À la vitesse et à la manière que les Québécois voudront, il va falloir qu'il se passe de quoi à Québec avant. Dans l'intervalle, ne vous étonnez pas d'une proximité entre le Bloc québécois et le gouvernement actuel du Québec. Pourquoi? Parce que ce sont deux entités qui sont résolument nationalistes, qui ne sont pas complexées. On n'a pas connu ça au Québec depuis passablement longtemps. Donc, il y a des recoupements. Il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord. Mais moi, je m'en vais à Ottawa pour défendre le droit du Québec à fonctionner à sa façon. M. Legault est en effet fédéraliste. Il est plus proche d'un nationalisme à la Robert Bourassa. Moi, je suis plus proche d'un Jacques Parizeau. On revient à l'arrière avec des discussions sur les degrés de souveraineté, de nationalisme et de rouverture de constitution. C'est pas ça que préoccupe les Québécois. Ça fait 12 ans maintenant que je représente des Québécois à Ottawa et que j'ai la responsabilité et l'opportunité de servir des citoyens du Québec en tant que député fédéral. Et je sais que les gens sont préoccupés par les investissements dans leur communauté en transport collectif, l'aide pour leur famille, leur système de santé, le système d'immigration. Nous sommes là pour travailler avec le gouvernement du Québec, comme je fais depuis très longtemps, pour livrer pour les Québécois. Vous êtes prêt à travailler avec Québec à condition que Québec accepte vos règles. Vous recevez l'argent, puis vous dites à Québec, dans vos propres champs de compétences, je vais vous retourner votre argent, mais à mes conditions, même si c'est votre argent. L'exemple des infrastructures, il est absolument grossier. Ensuite de ça, écoutez, ça fait 37 ans qu'on est assujetti à une constitution que, de façon répétée, l'Assemblée nationale du Québec a rejetée de façon unanime. Je l'invente pas. On entend ces mêmes débats, ces mêmes plaintes, ces mêmes chicanes des souverainistes au Québec. La réalité, c'est que nous sommes là pour travailler, pour investir avec les gens. On ne veut pas rouvrir la Constitution. On ne veut pas des chicanes entre Québec et Ottawa. Qu'on la signe non plus. On va travailler ensemble et on va s'assurer que partout au Canada, on soit en train de défendre la langue française, défendre les valeurs qui nous sont chères défendre en tant que Québécois. Défendre la langue française partout au Canada. Donc, est-ce qu'on est d'accord d'abord que... Est-ce qu'on est d'accord que le traitement que les Québécois accordent à leur minorité anglophone devrait être équivalent sur l'ensemble du territoire canadien au bénéfice de nos frères et sœurs franco-canadiens et acadiens? Ce serait déjà un très bon point. On a tous été extrêmement touchés de voir les Québécois défendre les Franco-Ontariens aux coupures des conservateurs de Doug Ford. Et c'est pour ça qu'on continue de défendre les minorités linguistiques à travers le pays. Est-ce qu'il est normal pour les Québécois d'élire à Ottawa des gens qui vont aller dire et faire le contraire de ceux qu'ils ont élus à Québec? Alors, on s'arrête là pour ce premier échange. On va aller maintenant M. Singh et M. Scheer. On reste un peu dans le débat. M. Scheer, il y a 30 ans, les conservateurs de Brian Mulroney voulaient ramener le Québec dans la Constitution, dans l'honneur et l'enthousiasme. Que proposez-vous concrètement en 2019? Alors, c'est nous, c'est le Parti conservateur qui a reconnu les Québécois comme une nation. C'est le Parti conservateur, c'est nous qui a réglé les déséquilibres fiscal. C'est nous qui a donné au Québec un siège à l'UNESCO. Et maintenant, dans cette campagne électorale, c'est seulement nous qui peut assurer que les Québécois et Québécoises vont avoir seulement un rapport d'impôt unique. C'est seulement nous qui peut mettre fin au déversement d'eau usée. Et c'est seulement nous qui peut travailler ensemble avec M. Legault pour adresser les choses comme la pénurie de main-d'œuvre. M. Singh, je reviens à la Constitution parce que dans votre programme, c'est écrit noir sur blanc, le NPD souhaite la réintégration du Québec dans la Constitution. Comment comptez-vous réussir là où les autres semblent échouer? Donc, en fait, c'est un engagement fort pour moi. C'est une injustice historique.
c'est difficile, je sais, mais je veux réintégrer formellement le Québec dans la Constitution. C'est une injustice qu'il faut régler. Et moi, c'est un engagement fermement de faire le travail pour s'assurer que le Québec peut signer la Constitution. C'est pas compréhensible que le Québec peut être dans une nation où la nation du Québec n'a pas signé la Constitution. Donc, je veux régler ça. Et je n'ai pas écouté de M. Scheer si elle a dit une réponse. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez qu'il faut régler cette injustice historique? Mais c'est normal d'avoir un gouvernement provincial qui plutôt un oui ou non. d'avoir une constitution signée par toutes les provinces. Mais la réalité, c'est que le Bloc sont concentrés sur les vieux chicanes, les débats sur la souveraineté. Il y a des façons pour lesquelles le gouvernement fédéral, sans réouvrir un débat complet sur la constitution pour régler les inquiétudes ou les enjeux ici au Québec, comme respecter les champs de compétences provinciales. C'est seulement le Parti conservateur qui fait ça. Je suis d'accord que M. Blanchet et le Bloc veulent tomber dans les chicanes du passé. Je suis d'accord. Mais la Constitution, c'est une question vraiment, une injustice qui existe. Et il faut la régler. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette injustice? Nous, c'est clair que c'était une partie conservateur qui a essayé de régler cette situation, mais c'est notre priorité, c'est d'adresser les enjeux des Québécois, des Québécoises dans une manière tangible. On va adresser la réalité que les Québécois et Québécoises sont hyper taxés, payent beaucoup plus d'impôts aujourd'hui qu'il y a payé en 2015. On va laisser plus d'argent dans leur poche, baisser les impôts et mettre fin au déversement d'eau usée dans notre fleuve. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont importants pour le Québec. Un enjeu, c'est l'environnement. Et est-ce que vous allez encore dire oui ou non si vous allez imposer un pipeline sur la nation du Québec? Et comme j'ai dit, avec mon corridor énergétique, on va créer une solution gagnant-gagnant qui va permettre au Québec de encore protéger... Encore vous répétez gagnant-gagnant. C'est comme un cassette, hein? On ouvre la discussion à quatre. Non, on commence un peu... Une vraie leader peut mettre la meilleure idée sur la table et les gens vont le suivre. Merci. Il a été mis en cause un peu. D'une part, M. Trudeau vous a fait un cadeau parce qu'il a obtenu une décision d'un tribunal en Colombie-Britannique qui dit que le fédéral a le droit de passer sur le corps des provinces et faire passer un oléoduc. Et c'est ça. Le mot anglais pour oléoduc, c'est pour corridor énergétique, c'est pipeline. Outre ça, vous avez mentionné que vous avez reconnu la nation québécoise, vous avez en partie réglé le déséquilibre fiscal et vous avez donné un siège au Québec à l'UNESCO. Mais dans les trois cas, et ça fera réfléchir les Québécois, c'était quand M. Harper était minoritaire et ça a été imposé par le travail du Bloc québécois, prouvant une fois de plus l'utilité d'avoir des élus du Bloc québécois. C'était minoritaire, Stephen Harper, votre maître à penser. Et vous m'accusez tous à l'unisson de faire de la chicane, alors que moi, ce que je propose, c'est que le Québec et le Canada soient de bons amis, d'égal à égal, selon la grande intuition de René Lévesque, plutôt que de mauvais colocs ou de mauvais coucheurs qui se chicanent. Mais chaque fois que vous parlez des enjeux pendant ces campagnes, c'est toujours les enjeux provinciaux du Québec. Étiez-vous minoritaire lorsque vous avez accepté la nation, le déséquilibre fiscal, l'UNESCO? Est-ce que ça ne vous a pas été imposé par le Bloc québécois de Gilles Duceppe? Si vous êtes si concentré sur les enjeux provinciaux, je sais qu'il y a une Ils sont nationaux pour moi, les enjeux, par contre. Il y a un poste disponible dans le Parti québécois. Présentez-vous dans une campagne provinciale. Nous parlons Non, là, c'est une question de cohérence. Je ne veux pas envoyer à Ottawa des gens qui vont défaire ce qu'on fait à Québec. C'est le travail du Bloc. Ce qu'on a entendu de M. Scheer, c'est une défense de toutes les politiques de M. Harper, où les Québécois se souviennent très bien des années Harper. Il est en train de ramener le même programme. Les Québécois doivent pouvoir choisir d'aller de l'avant. On va aborder plutôt un sujet là, qui est d'aujourd'hui. Un moment, c'est ça. OK. Vous voulez dire quoi? C'est clair. Je crois que les Québécois et Québécois se sont ennuyés de M. Harper pendant votre voyage en Inde, OK? Vous avez gagné les élections de 2015. Bravo, OK? Maintenant, c'est 2019. Checkez-vous votre calendrier. Oui, et on ne veut pas revenir aux années Harper. C'est exactement ce que vous proposez, M. Scheer. Parfait. Je veux poser, parce que c'est important, le sujet suivant. M. Legault veut une déclaration de revenu unique gérée par le Québec. Les 2/3 des Québécois sont favorables à cette mesure. M. Trudeau, vous ne trouvez pas que c'est un message clair? Le ferez-vous?
Non, on ne le ferait pas. Il y a bien des choses qu'on pourrait faire pour réduire la paperasse, pour faciliter la vie des Québécois qui remplissent 2 formulaires d'impôt, mais ça ne fonctionnerait pas d'avoir un rapport d'impôt unique géré par le Québec parce que ça forcerait le Québec de s'aligner avec toutes les politiques du Canada et le Québec doit garder sa liberté de faire ses propres choix. C'est illogique, ça. Le Québec et les Québécois sont les seuls qui font 2 déclarations d'impôt. Le Québec est capable de gérer la déclaration d'impôt comme on gère déjà la TPS qu'on vous envoie. Ça n'a pas l'air de poser de problème à personne. Ça coûte extrêmement cher de tout doubler. Les évaluations sont autour de 400 millions de dollars par année. Le Québec a déjà l'expertise. Le Québec aura besoin des emplois qui présentement sont fédéraux. On va les garder. Il n'y a pas de perte d'emploi. Surtout qu'on n'a pas notre ratio. Le Québec a 12 des emplois de Revenu Canada. 12 Alors, si on avait simplement notre ratio, il n'y aurait même pas d'enjeu. C'est une volonté claire des Québécois. Et ça ne fonctionnerait pas pour envoyer les recettes. Les Québécois sont pas assez bons pour le faire? Je comprends que c'est tellement frustrant d'avoir 2 impôts, de crédits d'impôt. C'est tellement frustrant pour les Québécois et Québécoises. Je comprends ça. Je veux régler ces problèmes, mais j'ai encore peur pour les emplois qui peuvent être menacés. Donc, ce travail sont dans les régions où ils ont besoin de ce travail. C'est en Jonquière, Chicoutimi, dans les régions où on a besoin de ce travail. Donc, sans avoir de garantie de protéger ces emplois, c'est difficile d'aller de l'avant. Donc, si on parce qu'on n'a pas entendu M. Scheer là-dessus. Je m'excuse, M. Scheer. C'est clair, je suis la seule personne ici qui est en faveur d'un seul rapport d'impôt unique et qui peut le faire. Il n'y a aucun problème avec d'avoir la gestion de cette un seul rapport, d'être avec le Québec. Il peut le faire avec le TPS. Il peut envoyer toutes les données au gouvernement fédéral et le gouvernement fédéral peut assurer que toutes les règles sont suivies et les différences se sont respectées. Et en plus, Merci, le Québec ne pourra pas faire pire que le gouvernement actuel pour lutter dans les paradis fiscaux. Merci, messieurs. Question 3, M. Scheer et M. Blanchet. M. Scheer, quand le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a coupé dans les services aux Franco-Ontariens, votre parti est resté muet. Pourtant, année après année, on l'a souligné, le commissaire aux langues officielles affirme que les minorités francophones n'ont pas les services auxquels elles ont droit. Aujourd'hui, avez-vous quelque chose à dire pour les rassurer? Mais c'est clair qu'après les décisions de le gouvernement provincial, je suis le premier chef d'une partie fédérale d'avoir une réunion avec le premier ministre d'Ontario pour adresser pour adresser cet enjeu. Je suis le chef qui a demandé une réunion entre tous les chefs pour discuter les façons qu'on peut aider la situation. Et j'ai proposé l'idée pour le gouvernement fédéral de donner des espaces pour les édifices vides pour assurer que l'université francophone peut être réalisée. M. Blanchet. D'abord, habitude qui me semble un peu irrespectueuse. Je suis le seul à être capable de faire ci, je suis le seul à être capable de faire ça. Je comprends votre ambition d'être premier ministre du Canada, mais vous allez d'abord être un élu. Il va y avoir 337 autres élus dans le Parlement et vous leur devez respect. L'autorité, elle leur appartient d'abord à eux. Ensuite de ça, je ne suis pas votre conseiller politique, loin de là, mais je vous suggère d'être un peu moins proche de M. Ford puis un peu moins proche de M. Kenney. Vous étiez absent de la marche sur le climat et le lendemain, vous étiez avec M. Kenney en Alberta, puis ça va y aller pour le pétrole, puis je vais marcher sur le corps du Québec s'il faut parce que j'ai la juridiction. Vos fréquentations ne vous rendent pas plus agréables au regard des Québécoises et des Québécois. Vous devriez au moins faire preuve d'un certain respect pour les valeurs des Québécois, ce qui, dans le cas présent, sur l'ensemble de votre campagne, ne semble pas du tout évident, je veux vraiment revenir sur la langue française et la défense des francophones. Parce que, M. Blanchet, vous êtes allé la semaine dernière à Castleman, en Ontario, pour soutenir les Franco-Ontariens. Allez-vous faire la même chose si le gouvernement du Québec s'attaque aux droits des minorités anglophones dans notre province? En 1997, l'Union européenne a reconnu que la minorité linguistique la mieux traitée qui soit était la minorité linguistique anglophone au Québec. Moi, personnellement, leur contribution à nos arts, à notre culture, à notre diversité, c'est très singulier au Québec et à Montréal. Moi, je suis très attaché à ça. Ça n'inclut pas le droit d'intégrer en anglais les immigrants, mais ils ont des droits, puis ils ont des privilèges, puis je souhaite qu'ils les gardent, leurs institutions hospitalières, leur système d'enseignement, un appareil média extrêmement fertile et productif. Je souhaite qu'ils gardent tout ça. Ce que je souhaite... Oui, je n'ai pas de problème avec ça. Ce que je souhaite, c'est que les francophones du Canada et les Acadiens aient le même niveau de traitement.
Or, juste avoir une université exclusivement francophone en Ontario, mais ça a été la croix et la bannière pour obtenir ça. Résistance énorme. Doug Ford, votre ami qui veut rien savoir de ça, ça a été très long avec le gouvernement, alors qu'au Québec, il y a 3 universités anglophones. Monsieur Scheer, alors, j'ai été toujours clair. J'ai fait un engagement pour assurer que l'université francophone Ontario pourrait être réalisée. Et c'est seulement juste avant les élections fédérales que le Parti libéral a décidé de me suivre. Je suis capable d'être ici ce soir, parler en français malgré l'imparfait de mes paroles, grâce à des programmes d'immersion en Ontario, grâce à la vision des anciens gouvernements de les deux partis pour promouvoir les deux langues officielles dans ce pays. Alors, je salue la qualité de votre français, messieurs. Toujours vraiment. Appuyer moi, je vais les en arracher programmes en qui anglais la peuvent semaine mettre prochaine. les autres Ontariens de suivre le même chemin que j'ai appris. Messieurs, merci beaucoup. On va aller à M. Trudeau et M. Singh maintenant. M. Singh, vous réclamez toujours la tenue d'une enquête publique sur l'affaire SNC-Lavalin. Vous voulez même complètement interdire les ententes de réparation qui éviteraient des procès criminels aux grandes entreprises. Est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt à sacrifier ce fleuron de l'économie québécoise qui emploie 3 400 personnes au Québec, 9 000 au Canada? Pas du tout, parce que les travails vont rester au Canada, vont rester au Québec. Ce qu'on propose, c'est ce qu'on a besoin des politiques qui aident les travailleurs et les travailleuses. Et ce que M. Trudeau a fait et ce que les autres gouvernements font, ce qu'ils ont fait, c'est de toujours travailler pour les plus riches, pas pour les travailleurs et les travailleuses. Et ce que je propose, c'est d'avoir une gouvernance, une bonne gouvernance. Ça veut dire que si une entreprise est dans une poursuite, elle ne peut pas faire de lobbying avec le gouvernement. Et si on a une situation comme ça, avec une poursuite des allégations criminelles, il faut les décider dans la Cour de justice. Pourquoi toujours couler les entreprises québécoises? On est en face à face, M. Trudeau et M. Singh. M. Trudeau, dans cette affaire SNC-Lavalin, vous avez quand même perdu 2 ministres importants, Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott. Et le commissaire à l'éthique a jugé que vous avez enfreint la loi sur les conflits d'intérêts. Vous aviez déjà été condamné une première fois pour vos vacances familiales dans l'île privée d'un milliardaire, l'Aga Khan. M. Trudeau, êtes-vous au-dessus des règles éthiques? Non, pas du tout. Mais je comprends que la responsabilité d'un premier ministre, c'est toujours défendre les travailleurs, toujours défendre les familles à travers le pays. C'est exactement ce que j'ai mis à l'avant-plan et ce que je continuerai de faire. M. Singh a plusieurs fois dit que je n'étais pas là pour défendre les travailleurs. Mais je soulignerai quand Donald Trump a imposé des tarifs sur l'acier, sur l'aluminium, on a tenu debout, on s'est tenu debout, on a résisté, on a imposé des tarifs sur des produits américains et il a fini par éliminer ces tarifs-là. On s'est tenu debout pour les travailleurs en automobile. On s'est tenu debout pour les travailleurs à travers le pays avec la renégociation de l'ALENA dans un moment d'imprévisibilité et de protectionnisme américain. Et on a pu faire ça avec le travail des syndicats, avec le travail de gens de plein de différents partis politiques à travers le pays, parce qu'on va toujours se tenir debout pour les travailleurs. Vous avez signé un accord avec les États-Unis. En même temps qu'on a toujours eu un tarif illégal. Comment on peut signer un accord avec un pays quand on a un tarif illégal? Vous avez signé cet accord. Oui, en plus, on l'a maintenant, signé et ils ont enlevé ces tarifs. On a réussi à ce qu'ils éliminent ces tarifs avec quelques mois plus tard. C'était le plan et ça a fonctionné. C'est M. Singh. Maintenant, avec cette entente, il n'y a aucune protection pour les travailleurs et les travailleuses qui est enforçable. Il n'y a aucune protection pour l'environnement qui est enforçable. Ce que vous avez fait, ce n'est pas de tenir debout M. Trump. Vous avez fait plaisir à M. Trump. Et ça, c'est pas acceptable. Au contraire, M. Singh, on a sécurisé l'environnement et la protection des travailleurs et la protection des peuples autochtones plus que n'importe quel autre accord de libre-échange que le Canada a signé dans le monde. Mais je comprends, M. Singh, que vous êtes toujours contre les accords de libre-échange parce que vous ne comprenez pas à quel point on est dans un monde où on doit défendre les travailleurs tout en ouvrant de nouveaux marchés. Je suis pour l'échange, mais il faut défendre les travailleurs et les travailleuses. On a défendu les travailleurs à chaque étape. Mais dans cet accord, il n'y a pas d'enforçabilité de ces protections. Pas du tout. C'est faux, monsieur. Non, mais vous savez que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais en fait, ce qu'on a avec les projets de M. Trudeau encore, c'est avec ce qui s'est passé avec l'entreprise au Québec, c'est toujours votre priorité, c'est de favoriser les plus riches, les PDG.
Vous étiez là pour protéger les PDG, pas les travailleurs. À chaque étape, M. Singh. Et quand une femme autochtone ministre a dit non, vous l'avez sorti de la partie. Ça, c'est aussi pas acceptable. Alors, on ouvre la discussion à 4. M. Scheer. Oui, alors, en premier, c'est important de se souvenir que M. Trudeau n'a pas perdu de ministre. Il a congédié les seuls qui a dit la vérité, qui a refusé d'être complice dans une abus de son pouvoir. Il y a aucune justification pour ingérer dans une poursuite criminelle l'indépendance de notre système judiciaire. Ça, c'est un fleuron de ce pays. Ça, c'est la raison pour laquelle les gens viennent au Canada et quittent les pays où les gens très riches et très puissants pour ingérer dans les poursuites criminelles. Monsieur et Scheer quand M. Trudeau a été confronté avec les faits, il a menti. Il a menti, il a regardé les Canadiens dans les yeux et il a dit quelque chose qu'il sait n'était pas vrai. Pourquoi toujours sacrifier des entreprises du Québec? Les Québécois Monsieur sont Singh, tannés je vais prendre un petit droit de parole si vous me l'autorisez. Monsieur Singh dit « Je ne veux pas d'entente de réparation ». Monsieur Trudeau a échoué. Peut-être voulu, mais clairement échoué en jeu d'institution, puis vous voulez carrément scraper SNC-Lavalin. 3400 personnes qui n'ont rien à se reprocher pendant que les anciens dirigeants, qui sont peut-être des criminels, se poussent en invoquant l'arrêt Jordan. C'est extrêmement grave. Pourquoi sacrifier la Davie au bénéfice de Halifax et Vancouver? Et surtout, pourquoi avoir sacrifié avec des promesses de compensation purement théoriques dont personne n'a vu le premier sou, pourquoi avoir sacrifié la gestion de l'offre si importante au Québec pour protéger l'industrie automobile de l'Ontario? Oui, alors, premièrement, le PDG de SNC-Lavalin a dit qu'il n'a jamais menacé les emplois. Il n'a jamais parlé des emplois avec M. Trudeau. Ils ne sont pas fous, ils cherchent des jobs ailleurs, eux autres. Même M. Morneau, le ministre des Finances, a dit qu'il n'a jamais fait une étude d'impact. Et M. Singh a raison. Il va toujours avoir des projets pour les compagnies comme SNC-Lavalin. Mais oui, il y a le siège social sera plus à Montréal. Les emplois vont s'en aller ailleurs. Les parce qu'il y a... Monsieur Singh, le siège social doit être l'accord avec les États-Unis. À cause un instant, on n'entend plus, là. Monsieur Scheer, terminez votre phrase. C'est clair qu'il y a un accord entre la Caisse de dépôt et SNC-Lavalin de regarder le siège social. Alors, encore, il n'y a aucune justification pour ingérer... Le siège social de quoi? Monsieur Singh, la parole est à M. Singh. Oui, si on parle de le nouveau l'ALENA, un enjeu que M. Blanchet a soulevé, c'est tellement important. Avec ce nouveau accord, ça va augmenter les prix des médicaments. La brèche va faire mal aux producteurs laitiers au Québec. Et en plus, il n'y a aucune protection qui est inversable dans ce accord. C'est tellement un mauvais accord que M. Trudeau a négocié pour faire plaisir à M. Trump. Il faut tenir debout pour les Canadiens et Canadiennes. Il faut tenir debout pour les Québécois et Québécoises. Et je suis prêt de le faire. L'NPD et les partis conservateurs ne passent souvent sur le même côté sur les accords de libre-échange. Mais M. Singh a raison. M. Trudeau a capitulé à Donald Trump sur chaque enjeu. Il a cédé au Donald Trump souveraineté sur nos exports laitiers aux les autres pays. Ça, c'est sans précédent dans un accord d'échange. C'est entièrement faux. On sait que M. Trump voulait éliminer la gestion de l'offre et on a résisté, on a tenu debout. Vous avez promis une meilleure accord. La réalité, c'est que M. Harper et M. Scheer proposaient la capitulation complète. Ils disaient c'est trop important de sécuriser l'ALENA. Nous, on a repoussé à chaque étape. On a pu avoir un bon accord qui protégeait la gestion de l'offre, qui protégeait l'exemption culturelle, qui protégeait le chapitre 19 de résolution de différends. On a pu sécuriser un accord avec notre plus grand partenaire à un moment de protectionnisme et d'imprévisibilité. Il n'y a aucun gain pour le Canada sur le niveau ALENA. On aborde maintenant la question 5 avec M. Trudeau et M. Scheer. M. Trudeau, vous aviez promis en 2015 de remettre le Canada à l'avant-plan de la scène internationale. Mais depuis, on est en conflit avec la Chine, la Russie, l'Arabie saoudite. Le président américain vous a insulté après le G7 de Charlevoix. Depuis 4 ans, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez bien représenté votre pays dans le monde? Absolument. On est maintenant le seul pays du G7 à avoir un accord de libre-échange avec tous les autres pays du G7. Et on a pu le faire
par exemple, avec l'Europe, parce qu'on était un gouvernement progressiste qui était prêt à protéger l'environnement, à protéger les travailleurs. C'est sous M. Harper que ça ne fonctionnait plus parce que les Européens n'avaient pas confiance dans leur approche. On a démontré que de défendre les gens, de défendre les travailleurs, on peut signer de grands accords et on va continuer de jouer un rôle positif dans le monde. Il n'y a aucun pays du monde qui a une meilleure relation après l'élection de M. Trudeau. Chaque accord de libre-échange qu'il a nommé a commencé par un gouvernement conservateur et c'est seulement les élections de 2015 qui l'ont interrompu. Mais vraiment, vous avez promis un meilleur accord. Vous avez volonté d'ouvrir les négociations pour le Canada en promettant un meilleur accord d'échange avec les États-Unis. Dans chaque chapitre, dans chaque endroit, nous avons un plus pire accord. Et avec la Chine, nous avons une situation, il a pris 9 mois de nommer un ambassadeur. Il a pris 9 mois d'envoyer notre plainte versus la Chine pour le commerce international. Pourquoi vous avez attendre 9 mois de rester debout pour nos producteurs agricoles? On s'est tenu debout pour défendre le Canada. Et effectivement, avec la Chine, avec l'Arabie saoudite, avec la Russie, on est en train de jouer dur. On est en train de défendre nos intérêts, nos perspectives, nos travailleurs, nos exportations. On a pu signer des accords avec des compagnies indiennes pour créer des investissements, des emplois. On est en train de créer des emplois à travers le Canada à cause de l'investissement international parce que le Canada a repris sa place après 10 ans de recul sous M. Harper. Il a décidé d'envoyer plus de 250 millions de dollars des contribuables canadiens pour la Banque asiatique d'infrastructure qui a été contrôlée par la Chine pour construire les ponts et les routes dans les autres pays. Il a fait son choix. Mon choix, c'est de retourner cet argent ici au Canada. On comprend à quel point l'infrastructure aide dans les Philippines, aide dans les pays en voie de développement à travers le monde. Et le Canada a de l'expertise en investissement en infrastructure. L'influence de la gouvernement de la qu'on va Chine. Continuer d'investir partout pas autour du les monde contribuables pour canadiens, créer des opportunités pour tout le monde. On veut vous entendre tous les deux parce que c'est un face-à-face tous les deux. Mais M. Scheer, vous aviez été très critique sur les négociations de l'ALENA pour ce renouvellement-là et ça n'a toujours pas été ratifié quand même. Allez-vous rouvrir cette entente avec Donald Trump si jamais vous êtes élu? M. Trudeau a eu une opportunité, une fois par une génération, d'améliorer l'ALENA. Il a échoué. L'accord était pire, mais c'est essentiel d'avoir la certitude pour l'économie. Alors, on va ratifier, mais on va faire les choses que les gouvernements conservateurs ont toujours fait. Et ça, c'est de régler les dossiers que Justin Trudeau a échoué de régler un par un. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Merci. Monsieur. Maintenant, on est rendu avec... Non, mais c'était le face-à-face de ces deux. On y reviendra pour la question finale, si vous voulez. M. Blanchet, M. Singh. M. Blanchet, vous avez une plateforme électorale complète. Vous promettez même de déposer pas moins d'une dizaine de projets de loi aux communes. En plus de 25 ans d'existence, combien de projets de loi le Bloc a-t-il réussi à faire adopter à Ottawa? En fait, les projets de loi que le Bloc a fait adopter, ou la contribution du Bloc, c'est l'utilisation de tous les avantages du parlementarisme. C'est d'avoir réussi, en particulier sous gouvernement minoritaire, qu'on en prenne acte, à imposer des gains. Je me rappelle quand Gilles Duceppe est allé chercher dans un gouvernement minoritaire 3 milliards de dollars pour le Québec, parce que ça les obligeait à négocier pour les intérêts du Québec. Alors, on ne peut pas demander à des parlementaires de ne pas déposer des projets de loi parce que c'est la fonction la plus noble de notre système et on continuera à le faire et on s'arrangera pour que ça progresse tout le temps. Monsieur Singh, vous aviez 14 élus au Québec à la dernière élection. En quoi vous êtes-vous démarqué ou êtes-vous démarqué, vous, personnellement, et votre formation politique pour aider le Québec et les Québécois? Donc, on a soulevé les enjeux qui touchent la culture et la défense, l'identité et la culture québécoise. On a soulevé des enjeux pour défendre contre les inégalités qui existent avec les entreprises étrangères. On a dit que la différence, le grand contraste entre nous et le Bloc, oui, je sais que le Bloc tient au cœur les enjeux qui touchent les Québécois et Québécoises, mais en fait, il ne peut pas travailler avec les autres et il ne veut pas travailler avec les autres. Nous pouvons travailler ensemble avec le reste du Canada pour s'assurer qu'on fait face aux grands enjeux. Pour moi, un grand enjeu qui touche les Québécois et Québécoises, c'est l'environnement. Et c'est où
il faut travailler ensemble. On ne peut pas être isolé en matière d'environnement et on est fiers de notre bilan de travailler ensemble avec le reste du Canada pour faire face à la crise climatique. C'est quelque chose de primordial et on peut le faire. Maintenant, on est à 4 et aujourd'hui, il y a eu les excuses du Québec à l'endroit des Premières Nations avec cette idée en avant-plan, disons, M. Blanchette, M. Singh, vous voulez même aller plus loin dans la réconciliation avec les Premières Nations en appliquant la déclaration de l'ONU sur les droits autochtones. Mais vous, M. Trudeau, vous trouvez que ce n'est pas nécessaire. Vous, M. Scheer, vous dites même que cela pourrait permettre à une communauté autochtone de prendre en otage des projets économiques importants. Ben voyons donc. Non. Alors, on y va. Nous nous sommes engagés et nous avons travaillé très fort pour essayer de passer un projet de loi qui mettait en place la Déclaration des Nations unies. C'est les conservateurs qui l'ont bloqué au Sénat et nous nous engageons à l'actualiser dans un projet de loi dès notre retour au pouvoir, si c'est ça la décision des Canadiens. Nous savons que le respect des peuples autochtones, c'est un enjeu moral, mais c'est aussi un enjeu économique. La croissance économique de notre pays doit passer par la réussite de tous et c'est pour ça que ce partenariat avec les peuples autochtones est essentiel pour le Parti libéral du Canada. Monsieur Scheer. La source des emplois pour les Premières Nations dans les régions rurales et éloignées, c'est nos ressources naturelles. C'est les grands projets énergétiques, c'est le secteur minier. Et quand on a un projet de loi qui a imposer un niveau d'unanimité ça va nuire la possibilité pour les grands projets de créer la croissance économique pour les Autochtones et pour les Premières Nations. La réconciliation, le respect des Premières Nations, c'est de respecter les Premières Nations qui disent oui, qui veulent être impliquées avec les grands projets, et ça, c'est notre position. Monsieur Singh. Oui, c'est clair qu'il faut agir dès maintenant. Les justices qui font face les communautés autochtones, c'est horrible. Et depuis quelques ans, il y a plus que 100 à rebours est officiellement lancé. Allô tout le monde! On a le blanc pour poursuivre notre lancée. La victoire. C'est seulement le Parti conservateur qui peut remplacer Justin Trudeau. Hey, wow! We're gonna do this! Qui pouvait se battre pour vous? C'est l'NPD. Si vous m'accordez votre